Je suis où? Mais je suis à l'heure. Regarde, 10 heures. Tu es où? Me dit di. Mais je suis là à 10 heures. Je suis même pas en retard. Et d'ailleurs, je me dépêche d'allumer ma caméra, comme ça je serai pas en retard du tout. 10 heures. Impeccable. Pile, poil. Comment ça va? Ah. Oh, je m'étais un peu trompé sur le titre de cette émission. Je crois que j'avais daté ça du mercredi, c'est-à-dire d'hier, 10h30. Donc tout faux. Et heureusement que vous étiez là pour m'indiquer que on était bien jeudi et qu'il était 10 heures. Haha. Mais sans vous, mais que ferais-je? Mais je serais totalement perdu. Il a osé dire qu'il n'était pas en retard. Mais oui, j'avais dit 10 heures sur Twitter. Twitter, Twitter, c'est un truc super. Je poste des messages là-dessus, notamment. Voilà. Et j'annonce quand je stream. Voilà. À moins que je me sois trompé sur mon message Twitter. Il n'est pas 10h01, il est 10h pile quand j'allume ma caméra. Voyons sur Twitter. Allons voir ensemble sur Twitter, qu'est-ce que j'ai dit. Hop, on y va. Hop, Twitter. Twitter. Voilà, si je mets ça, il n'est pas impossible que vous l'ayez vous aussi. Twitter. Regardez, pour ceux qui n'ont pas Twitter. Bon, je sais, ma fenêtre est un peu déformée, c'est pas grave. Allons à la source, toujours vérifier l'information. Tweet de il y a 13 minutes. Je lis, vous lisez avec moi. Comment on dit check, comment on dit les services de checking très à la mode maintenant. Fact-checking. Oh là là, c'est difficile, fin de semaine. Ça vous dit de lire les journaux ensemble et d'en parler ensemble? Rendez-vous à 10h ce jeudi matin dans la matinée Étienne. On lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, et de la vie aussi, avec une bonne tête de ravi de la crèche. C'est moi, regardez comme je suis heureux là. Ça se voit hein, que je suis heureux. Regardez comme je suis heureux là. Et puis, et c'est pas de la fake news, regardez, c'est Charlie qui vient de sortir, c'est l'opinion du jour, Libération du jour, le Figaro. Vous n'avez presque pas besoin de stream là. Tous les journaux sont derrière moi. Par contre, il faut des bons yeux. Voilà. L'équipe, en fait, il est un petit peu en bas, mais c'est bien prévu. Escroc, le premier tweet indiqué 9h45, Spitz, mais pas du tout, c'est juste que c'était le message en fait de Twitch qui était celui de la veille, tout simplement. Ah, dans ma vidéo, j'ai dit 9h45. Ouais, mais faut pas croire les journalistes. Ils disent beaucoup de bêtises, ils se trompent beaucoup. Le Photoshop anti-ride, on en parle? Duck the Duck? Mais photoshopper toi-même? Mais regarde, là, c'est mon vrai moi, regardez. Tu comment? C'est le même? J'adore cet humour. Rends l'argent aux abonnés. Ça, j'aime cet humour. Alors qu'il n'y a pas d'abonnés à ma chaîne, que je fais ça bénévolement, que je suis un petit peu l'abbé Pierre de l'information. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Certains ont des soucis beaucoup plus graves que nous. Est-ce qu'on peut faire un petit message de chaleureux pour Zepou qui me dit: j'ai eu des problèmes de serrurerie ce matin, j'ai pas pu dormir. Oh, Zepou, j'espère que ça va s'arranger cette histoire. Hein? Bon, ouais. Je suis sûr que c'est Canteloup avec du deep. L'abbé Pierre de l'info. Ouais, j'aurais pas dû dire ça, c'est n'importe quoi. J'ai pas Instagram, Twitter, c'est nul. Oh, non, j'aime pas, non. Instagram, non. Les photos, tout ça. Non. Je suis plus texte, moi. Je suis plus mots que image. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Et je vous dis bonjour. Et je vous remercie d'être là. Allez, on enlève Twitter, ça va. Hein, c'est assez parlé de moi. On va parler des journaux. Aux petits nouveaux, petites nouvelles qui sont là pour la première fois. D'abord, je dis merci. Oh, il est sympa ce message de Yonali. Bonjour, c'est belle. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est jeudi et je dis souriez, la vie est belle. C'est cool. Télétravail avec le live de Samuel. Me dit Aléole. Trop cool. Ah, ça me fait plaisir. Zepou, le frère, ça. Il y a des mots, parfois, il faut me mettre. Je vois souvent Zepou. Ah. Tu organises quand un dîner chez toi avec tes abos? Mais j'ai pas d'abonnés. Si je fais un dîner avec mes abonnés, je vais être tout seul. J'ai des followers, mais j'ai pas d'abonnés parce que j'ai fermé les subs. Un jour, peut-être, j'ouvrirai. Bon, pour ceux qui sont là pour la première fois, je ne raconte pas que des bêtises pendant 2 heures. Je parle aussi de la presse. On lit les journaux. Mais on lit les journaux ensemble. On en parle ensemble, on débat, voilà. On n'est pas d'accord, c'est cool, tant mieux, on est en démocratie. Et puis on parle de la vie aussi, parce que de temps en temps, on fait des petits pas de côté, on dit des bêtises, on rigole. Mais on en parle avec respect les uns par rapport aux autres. Hein. On fait attention aux mots qu'on utilise. C'est pas parce qu'on est derrière un pseudonyme, qui n'est pas l'anonymat d'ailleurs, hein, qu'on doit dire n'importe quoi. 99,9999999%, et je peux rajouter même pi derrière, des gens ici sont cool, bienveillants, intelligents, et parfois il y a des gens qui se perdent, et c'est pas grave de se perdre, et dans ce cas-là, on va voir un autre stream, et ça arrive très rarement. Voilà. Je salue les modérateurs, tiens, il y a qui ce matin avec nous? La fille du Père Noël, salut, et salut. Un jour, j'aimerais bien rencontrer dans la vraie vie mes modérateurs et modératrices d'ailleurs.
pour prendre un verre en terrasse. Hein, un jour. On fera ça quand tout ira mieux. Et mon ami Nightbot, bien sûr, aujourd'hui, que vous saluez aussi, comme Philippe à l'instant, qui vient de saluer l'ami Nightbot. Merci. Et à la fille du Père Noël également. Donc, on fait tout ça. Oh, il y a des matins, la livraison est moyenne. Là, on va se régaler avec les journaux. Je vais vous montrer ça dans un instant. J'ai des petites surprises, des trucs rigolos. J'ai du Charlie Hebdo, j'ai des dessins, j'ai des bonnes nouvelles pour les supporters du PSG. J'ai des débats un peu moins drôles sur l'euthanasie, sur l'inceste, avec un numéro spécial du magazine Le 1 que j'aime beaucoup. On va parler de réanimation. On va parler un petit peu des dîners clandestins aussi, mais toujours très très peu d'infos d'ailleurs. Mais ouais, j'ai Charlie. J'ai Charlie, bien sûr, j'ai Charlie. Bon, je remonte un petit peu les messages parce que plus j'avance dans le stream, plus je me dis que l'essentiel, en fait, c'est vous qui me le dites. Et d'abord parce que vous me dites des trucs bien sympas et bien drôles. Tu devrais être rémunéré comme tout le monde, il n'y a aucun mal à assumer ça. Un jour, j'ouvrirai peut-être les subs, mais ça dépend un peu de mon employeur aussi. Il faut que France Télévisions me donne le feu vert. Et je ne l'ai pas à ce jour. Donc, tant que France Télé ne me dit pas OK, il n'y aura pas de subs. Je devrais les ouvrir. Merci, pêcheur. Mais je l'ouvre déjà pas mal moi-même, hein, à la base. Je vais jouer. Non, je ne serai jamais un gamer, moi. Qu'est-ce que vous me dites encore Tu chantes parfois aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas dit aux petits nouveaux et aux petites nouvelles que parfois ça me prenait de chanter et je perdais des followers par centaines d'ailleurs quand je fais ça. Tout, 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 tout. Ma cuisine Étienne. Oh là là, si tu savais comment je cuisine, moi, à part les œufs coques, je pourrais pas te faire grand chose, mon ami. Ok. Là, il y a le café, il faudra qu'on parle de café aussi, bien sûr. Ok, super. Bon, en tout cas, merci pour vos messages. C'est cool, toute cette bonne humeur, là, je vois. Non, France Télévisions ne m'empêche pas d'ouvrir les subs. C'est juste que ils bloquent pas, mais ils ouvrent pas non plus. C'est une discussion que j'ai avec mon employeur. C'est normal, d'ailleurs. Hein. Je me dois toutes mes activités extérieures. J'en parle avec mon employeur. Et donc, j'ai ouvert ma chaîne Twitch avec leur accord. Mais j'estime que ouvrir les subs, c'est une étape supplémentaire qui fait que ma présence ici, ça rentrait du coup à une collaboration extérieure et du coup, ça passe par leur accord. Voilà, c'est en discussion. J'attends un retour imminent, peut-être demain, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 10 ans, je sais pas. Voilà. On y va ou on n'y va pas ? Vous êtes d'où, vous, les amis, d'abord ? Vous êtes d'où ? Moi, je suis de mon petit placard, là. Mais vous êtes d'où ? C'est parti ? De Montauban, pays des tontons flingueurs, me dit-on, de New Delhi. C'est vrai, ça ? Si c'est vrai, c'est cool. De Nancy, de Rennes, de Grenoble, de Bordeaux, de Limoges, de Stockholm, de Tours, de Nantes, de Bure-sur-Yvette, de Fougères. Je connais Fougères. Vincennes, Issy-les-Moulineaux, Lausanne, les Épaisses en Vendée, coucou de Namur, Breton à Ankara, waouh, Triport, ça va trop vite, Châtenay-Malabry, Liège, Pau, de l'île de Paradis, c'est où déjà l'île de Paradis ? Je vais voir tout de suite, ça m'intrigue, île de Paradis, j'ai su, ça va, oh, c'est pas beau de vivre, on se rappelle plus de rien, île de Paradis, c'est pas un truc avec SNK ça ? Si, je me suis fait avoir. C'est l'attaque des titans, en fait. C'est ça, non ? Je me suis fait avoir. Ouais. Marie-Galante, Annecy, Brie de Meaux, Montpellier, Casablanca, Seine-Saint-Denis, Rennes, Poitiers. C'est SNK, c'est ça. Belgique, Cholet. Rabat, Maroc donc, Berlin, Dunkerque, oh, c'est formidable. Luc Dunum, amateur d'Astérix, je pense. Pays Basque, Saint-Leu-la-Forêt, Dublin, Île de Paradis ou Lille, c'est le paradis, c'est pas la même chose. Angers, Toulouse, Chevreuse, le pays des motards, la vallée de Chevreuse, des cyclistes aussi, je crois, hein, avec ses belles routes et tous ses virages. Saint-Médard, Hong Kong, Sultana d'Oman, ça claque ou ça claque pas ça ? Bourgogne, Laval, Presles, Tours, il y a plein de gens de Tours. Les Tourangeaux, salut, Lille, Paris, Bagnères de Luchon, Mexique, waouh. Crème la Bicêtre, ok. Liffré, mais il y a quelqu'un de Liffré souvent le matin. Liffré, ça me parle beaucoup pour des raisons très personnelles, c'est trop cool. Bon, merci. Je vois des amis de Croatie, je vois des gens de Bordeaux le sang, Lorient, La Rochelle, voilà. Ok. Ok. La chanson, quand je chante, c'est pas le plus attractif sur la chaîne, me dit quelqu'un à l'instant. C'est pas cool, c'est pas vrai. J'ai une super belle voix. Non, en fait, c'est monstrueux. Si je suis de bonne humeur, et si j'ai l'occasion de vous trouver une chanson aujourd'hui, on chantera ensemble.
Qu'est-ce que j'ai pour vous? C'est une belle livraison. Regardez ce matin, en ce jeudi. Le jeudi, on a Charlie Hebdo. Hein. Bon, alors Charlie Hebdo, bon, alors là, il faut avoir le curseur de l'humour du second degré assez haut, parce que vous savez que Charlie Hebdo fâche beaucoup de gens, il tape sur tout le monde, il fâche beaucoup de gens. Et, voilà, je pense qu'il faut aimer et accepter que Charlie se moque de tous. J'espère que Charlie se moquera de moi un jour. Voilà. Alors il y a cette une sur la suppression du concordat. Voilà. Bon, voilà, no comment hein, sur ce dessin. Je pense qu'il se passe de commentaires. C'est vraiment de l'humour Charlie, de l'humour qui tâche, comme j'aime à dire. Mais moi j'aime tous les humours. Et puis il y a un dessin de Coco, je crois, sur les dîners clandestins, sur les militaires et la vaccination. Vous allez voir, c'est bien trash. C'est bien trash. C'est Charlie Hebdo. De temps en temps, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a à la une des journaux? On a pas mal de choses sur cette proposition de loi sur l'euthanasie, hein, sur la fin de vie. Ça dépend en fait, selon qu'on dit euthanasie ou fin de vie, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça veut dire qu'on est plus ou moins partisan ou pas d'ailleurs. Plusieurs unes là-dessus parce que le texte est aujourd'hui à l'Assemblée, sauf que il y aura peut-être débat, mais il y aura sans doute pas vote. Parce qu'il y a eu de l'obstruction parlementaire, plein d'amendements déposés par une poignée de députés LR de droite. Donc il n'y aura sans doute pas de vote. C'est un peu un hold-up démocratique, ce qui vient de se passer là. Donc on en parle avec Libération, voilà, ici, avec l'opinion, hein, la une aussi sur la position d'Emmanuel Macron là-dessus, ou plutôt la non-position, puisque l'opinion reproche un petit peu au chef de l'État de ne pas se prononcer, d'être un peu prudent sur la question. En Belgique, l'euthanasie s'étend. Pourquoi La Croix titre là-dessus? En fait, La Croix, c'est un journal catholique chrétien et évidemment, j'ai envie de dire, ils ne sont pas pour l'euthanasie. Hein. Dans les religions et notamment chez les chrétiens, la vie c'est sacré, donc on ne peut pas y mettre fin. C'est un peu un dogme, donc du coup très critique par rapport à cette proposition de loi, et ils sont allés voir en Belgique où ils estiment que l'euthanasie qui est en place depuis 19 ans se banalise. En fait, ils prennent l'exemple belge pour nous attirer notre attention sur, selon La Croix, les dangers de l'euthanasie. Le 1 excellente hebdomadaire. Le 1 hebdo, puisqu'il y a une semaine, il a changé de nom, c'est toujours aussi bien. Alors, chaque semaine, un thème, et une page, une très grande page, c'est le concept de ceux qui ne connaissent pas du 1, vous la dépliez, vous avez plein d'articles. Alors, le thème, il est très lourd, on en a beaucoup parlé déjà ensemble ces derniers temps, avec la libération de la parole autour de l'inceste. Voilà. Donc on en parlera, pas 2 heures, mais on en parlera un petit peu, on a déjà beaucoup parlé ce matin. Donc on a de l'euthanasie, de l'inceste, heureusement que j'ai commencé avec Charlie Hebdo et qu'on a du foot à la fin, parce que c'est quand même un petit peu lourd. Moi j'aime tous les humours, et Nash STR, je valide ça. L'euthanasie, me dit Nae STR, il paraît qu'on peut en mourir. L'euthanasie, il paraît qu'on peut en mourir. Tout simplement, simple, efficace. Best Trisotose me demande, est-ce qu'on parle de l'annonce à venir de la suppression de l'ENA? On arrête les applaudissements s'il te plaît. Alors ça s'est tombé là, vers 8h, 7h30, 8h, j'étais à France Info ce matin, et c'est vrai qu'on a commencé, c'est une info. Rendons à César ce qui est à César, c'est Europe 1, la radio Europe 1 qui a sorti l'info en premier, en disant le président Macron va annoncer peut-être aujourd'hui la suppression de l'ENA. C'est un peu une surprise, parce qu'il l'avait annoncé il y a longtemps. Puis finalement, ça s'était pas fait. Et donc tout le monde s'était dit, j'avais lu plein d'articles là-dessus, finalement, il a reculé. Et je me rappelle d'ailleurs d'articles un peu critiques sur le mode le président qui dit des choses et qui ne fait pas. Alors, a priori, il va... Il y a Maël Gamer qui me demande c'est quoi l'ENA? C'est de l'École nationale d'administration. Ah, vous êtes plusieurs à me poser la question. Alors l'ENA... L'ENA, c'est l'École nationale d'administration, c'est l'école qui forme les hauts fonctionnaires destinés à faire des grandes carrières dans la Cour des comptes, au Conseil d'État, dans les corps de préfecture, voilà, c'est ça. Et puis beaucoup, après, font d'autres choses, ou travaillent dans le privé, ou font de la politique. Bon, c'est une grande école dont sont sortis la plupart des anciens présidents de la République. Jacques Chirac de mémoire a fait l'ENA, François Hollande a fait l'ENA, Valéry Giscard d'Estaing a fait l'ENA. Le président Macron, je dirais qu'il a fait l'ENA, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc c'est pas l'ENA situation, mais je valide la blague de Vico la Chip. Donc, c'est pas dans la presse, ça a été annoncé ce matin. Hein. Alors attention, on attend la confirmation. Là, c'est une info, info Europe 1 qui a été reprise par plein de médias. A priori, le président Macron va annoncer aujourd'hui la fin de l'École nationale d'administration. Mais voilà, on attend toujours
la confirmation officielle. Donc je vais rien vous lire là-dessus ce matin, puisque évidemment c'est pas dans les journaux. Mais si d'ici la fin du stream on a un article un peu carré sur cette annonce, Macron n'a pas fait l'ENA. Je me posais la question, tiens, on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait Macron? Pardon, Emmanuel Macron, je déteste nommer les gens par leur nom de famille. Je trouve que c'est totalement naze, même des hommes politiques. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Macron. Je déteste qu'on m'appelle Étienne. 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 Qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel Macron comme étude? Hop, on va voir un petit coup. Ça m'intéresse. C'est un peu oublié. Alors je vois que la personne qui vient de me dire qu'il n'avait pas fait l'ENA est super bien informée, puisque dans les premières lignes, on voit sortie de l'ENA en 2004. Alors, j'aime lire le chat, mais comme je suis journaliste, je ne fais pas toujours confiance au chat. La preuve, je suis un vérificateur fou. D'ailleurs, c'est le réflexe de tous les journalistes, on vérifie l'info. Donc quelqu'un me dit à l'instant, il n'a pas fait l'ENA dans le chat. J'ai un doute, je vais vérifier. Et il a fait l'ENA, à mon avis, il n'a pas fait que l'ENA d'ailleurs. Allons sur ses études, pop, formation. Voilà. À notre époque, quand même, c'est pas dur de vérifier. Ok. Scolarité, établissement privé catho, Hippocagne, Cagne, donc on est sur des prépas littéraires supérieurs. Il échoue à 2 reprises au concours d'entrée de Normale Sup, l'école normale supérieure. Il intègre l'Institut d'études politiques de Paris. Okay. Il sort diplômé de Sciences Po. Ensuite, il fait un DEA de philosophie manifestement. Et il poursuit ses études à l'ENA à Strasbourg. Okay. Et après, est-ce qu'il s'arrête? Parce que parfois on poursuit. Non, ok. Voilà. Donc, il a fait l'ENA. On essaiera de trouver un article sur la suppression annoncée a priori par le président Macron de l'ENA aujourd'hui. Je reviens à la presse. Si les journalistes vérifient sur Wikipédia, j'ai beaucoup de craintes pour l'avenir. Champreux est quelqu'un... Champreux, je te reprends là-dessus. Tu ne dois pas connaître bien Wikipédia. Et je vous ai lu d'ailleurs ici des articles dans des quotidiens de référence comme Le Monde et ailleurs sur la fiabilité, sur l'excellence atteinte par Wikipédia ces dernières années. Ce projet totalement fou d'encyclopédie participative dont tout le monde se moquait, dont tu te moques d'ailleurs encore aujourd'hui, Champreux. Mais sur la plupart des articles, ceux qui sont très lus et donc beaucoup corrigés par les lecteurs eux-mêmes, on a atteint une fiabilité dans l'information. Je peux te dire que sur la plupart des thèmes voilà, par exemple, Max La Menace me dit Wikipédia c'est une source très fiable, même s'il faut faire attention parfois. Moi, quand je fais des recherches, je suis désolé, je vois souvent moins d'erreurs sur Wikipédia que dans les articles de presse. Et là, on va me dire, c'est pas une référence. C'est une très bonne source Wikipédia, notamment en raison de son modèle participatif et correctif. Essayer de modifier un article important, pas un truc qui porte sur quelque chose dont personne ne parle, mais un article majeur, je ne sais pas moi, sur une personnalité de premier plan ou sur un concept important, essayez de le modifier pour raconter des carabistouilles, vous verrez combien de minutes va tenir ou de secondes votre modif. Elle va être virée tout de suite. Voilà. Et donc Wikipédia, pour moi, c'est un super instrument qu'il faut utiliser avec prudence, comme toutes les sources d'information d'ailleurs, il faut toujours douter. Le chat, par exemple, vous êtes souvent extrêmement pertinent, quelqu'un me dit il n'a pas fait l'ENA Macron, je vérifie, bon c'est faux. Donc le regard sur Wikipédia, c'est une source d'info qui peut être très fiable, mais il faut juste être prudent comme avec toutes les sources d'infos. Mais quand on dit le journaliste qui vérifie sur Wikipédia, ça promet, désolé, c'est devenu une très bonne source d'infos. Voilà pour la petite correction. Le Figaro, réanimation, les vraies raisons d'une insuffisance. Vous avez sûrement entendu l'exécutif à plusieurs reprises, y compris le Premier ministre Jean Castex, ici même, dans la rencontre Étienne, nous dire qu'on allait augmenter le nombre de lits de réanimation en France pour lutter contre le Covid-19. Sauf que les lits, ils viennent pas. On a annoncé 12 000, on a annoncé 10 000. Et puis en fait, le Figaro constate ce matin qu'ils ne sont jamais venus, les lits de réa. Donc mensonge, et le Figaro dénonce ça ce matin, et le Figaro a bien raison. Est-ce qu'il y a autre chose dans le Figaro? Non, ok. Je prends les Échos. Là, c'est l'autre grand titre de ce matin, c'est le soupçon grandissant autour d'AstraZeneca. Alors, il y a ce qu'on s'est dit déjà sur les accidents, les thromboses, mais du coup, il y a une méfiance qui s'installe. Il y a de plus en plus de gens en France qui refusent le vaccin AstraZeneca. Le casse-tête des Européens, parce que les règles des populations concernées ne sont pas les mêmes. Titre Les Échos. L'humanité va plus loin et dit que c'est un coup dur pour la stratégie française. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pays d'Europe... La Seine. Merci les amis. Le pays d'Europe qui a le plus de doses d'AstraZeneca, devinez c'est qui? C'est Bibi, c'est la France, et du coup, l'humanité dit notre stratégie vaccinale en prend un coup. Et un article très intéressant aussi, on en parle souvent, sur le vote blanc dans l'humanité. Vous êtes très nombreux régulièrement quand on parle de politique
Et ceux qui me disent qu'ils ne se retrouvent pas dans l'offre politique actuelle en disant mais pourquoi le vote blanc n'est pas comptabilisé, je suis d'accord avec vous, je ne comprends pas non plus. On a un article intéressant dans l'UMA, puisqu'il y a une proposition de loi qui est arrivée pour faire reconnaître le vote blanc. Elle a été retoquée, on a l'impression que la classe politique n'en veut pas. Pourquoi ? Bon, des bonnes nouvelles pour les supporters du Parisien, il fallait le faire. Hein. Je crois que le Bayern était invaincu depuis un moment en Ligue des Champions, champion en titre, hein, le Bayern de Munich. D'ailleurs, ils avaient battu le PSG en finale l'an dernier, et 3-2 à l'extérieur, sur la pelouse du Bayern, sous la neige, Paris héroïque. Titre Le Parisien ce matin, et c'est à la une de l'équipe, bien sûr. À déguster glacé, excellent titre de Libération. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans un premier temps, j'ai pensé que c'était exactement la même photo, regardez, de Kylian Mbappé. Et si vous regardez bien, il y a un tout petit décalage entre les deux photos. Les jambes sont croisées sur le Parisien et pas sur l'équipe. Donc c'est pas tout à fait le même instant. Quelle importance, ce que je viens de vous dire ? Rien. Mais ça m'a fait marrer de constater que dans un premier temps, je pensais que c'était la même, et en fait, pas du tout. Et on a aussi un article sur AstraZeneca, d'ailleurs, dans le Parisien. Voilà. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. À mon avis, il y a des articles dans les pages d'intérieur que je ne vous ai pas cités. Je regarde juste. C'est pour ceux qui ne pourront pas rester 2 heures, pour qu'ils aient un petit peu les unes de la presse. Vous voyez une jolie phrase sur Goethe dans la croix que je vous lirai, ok. Le numéro du 1, on en a parlé. Non, c'est bon, on a l'essentiel. Voilà, ceux qui doivent partir déjà maintenant, vous avez un petit peu les grands titres. Mais vous n'avez pas, le meilleur, c'est-à-dire les arguments, les analyses et tout ça. Il y a Le Monde aussi que je vais vous montrer, que j'ai lu hier soir pour vous. Toc, qu'est-ce qu'il y a à la une du Monde ? Alors, normalement, ça devrait marcher. Juste un petit problème de connexion, quelque part. Bon alors, Zoupitou, c'était testé tout à l'heure. Vous inquiétez pas, elle va arriver la tablette. Dès que ça s'allume, vous me dites. Hein. Bon, d'habitude, c'est juste un faux contact. Voilà. Bon alors, où es-tu, mon ami ? Là, je vais voir sur le petit logiciel de capture d'écran. Si, c'est bon, donc c'est vraiment un truc de connexion. D'accord. Ah, voilà, bon, c'était juste la connectique. Ok. Alors, bougez pas. Ah ! Mon câble management, comment dire, est pas au top du top. Voilà, ne touche plus. Ah, je l'ai encore perdu. Bon, je pense qu'il faut que je fasse mieux que ça. C'est peut-être à ce niveau-là. Bon, voilà. Allez, prions pour que ça marche. Voilà. Normalement, vous avez lu du monde. C'est parti, c'est revenu. C'est parti, ça s'en va et ça revient. Elle bouge plus. Arrête de bouger, Samuel, parce que tu vas encore déconnecter le truc. Le Monde. Donc, je crois que d'ailleurs que dans Le Monde, il y aura un papier sur l'euthanasie. Ce sera le premier qu'on lit avec le débat entravé. C'est un débat qui aurait dû avoir lieu. Il y a un vote qui aurait dû avoir lieu. Il n'aura pas lieu. Petit scandale démocratique quand même, analyse du Monde là-dessus. La une du Monde est vachement intéressante, c'est un truc que j'ai lu nulle part ailleurs. Chine, Russie, Iran, le grand verrouillage d'Internet, comment ces pays ont mis en place des moyens mais super efficaces pour verrouiller Internet avec demain la possibilité de fermer Internet, l'accès à l'international, mais d'avoir un Internet local, national. Ça veut dire que la recherche d'infos sur le quotidien, ça fonctionne. Les achats sur le marché intérieur par Internet, ça marche, mais on n'a pas accès à l'extérieur, notamment aux sources d'infos étrangères. Donc ça veut dire qu'un pays, demain, comme par exemple l'Iran, va pouvoir fermer Internet, mais qu'une partie d'Internet, c'est-à-dire l'accès à l'extérieur, et garder l'Internet intérieur et donc contrôler la liberté d'expression, les médias. Ouf, ça c'est chaud, c'est Le Monde qui nous l'explique. Le papier sur la fin de vie, et puis la reprise chaotique pour l'école à distance. On a lu beaucoup d'articles hier sur le fait que le premier jour d'école à distance, là, mardi, ça avait tellement galéré, voilà, avec des serveurs qui avaient sauté. Du côté du gouvernement, du ministre de l'Éducation, on avait parlé d'attaques, de pirates, notamment sur le site du CNED, et puis d'autres raisons aussi. Bon, moi je voulais un petit peu des articles pour savoir ce qui s'était vraiment passé. Est-ce que c'était vraiment la faute aux autres, ou est-ce que c'était juste le ministère qui s'était pas bien préparé? Donc je lirai avec vous cet article du Monde. Voilà pour le menu. Dans un instant, on va aller voir la presse en région également, pour voir ce qui fait la une ce matin de vos journaux en région. Mais d'abord,
Je voulais faire un petit sondage ce matin, voilà, sur une question que je vous ai jamais posée. Alors, au début, il y a 3-4 mois, quand j'ai commencé à streamer, je vous ai posé des questions sur qui êtes-vous, votre âge, garçon, fille, tout ça, pour voir un petit peu à qui je parlais. Puis je me suis rendu compte que j'avais peu ou prou un profil de viewer classique de stream. Mais il y a une question que je vous ai jamais posée, alors c'est plus de la cuisine interne, mais j'ai besoin de vous. Comme vous êtes presque 7000, je vais avoir un résultat intéressant. C'est quand j'annonce mon stream du matin, comment vous le savez? Parce qu'en fait, je me pose des questions sur ce qui marche pas. Est-ce que vous le savez grâce à la notif? Est-ce que vous avez activé les notifications? Est-ce qu'il y a la notification sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordi qui vous donne ça? Est-ce que c'est le tweet? Voilà. Est-ce que c'est le tweet que je poste sur Twitter, voilà, qui vous informe? Est-ce que c'est du pif? Est-ce que c'est voilà. Donc là, on va créer un sondage parce que ça m'intéresse, parce que ça se trouve je fais des trucs qui servent à rien et au contraire il y a peut-être des choses que je fais pas. Je dis quand même vos remarques pour voir s'il n'y a pas des choses. Notif. J'ai désactivé. Ok. Une petite étude de marché. J'arrive toujours en random, me dit. Oh, je vais pas lire ton pseudo. Si vous arrivez à trouver le commentaire, j'arrive toujours en random perso, vous comprendrez pourquoi je ne peux pas lire le pseudo qui est vraiment trop hardcore, quoi. J'adore. Alors, c'est parti, un petit sondage. Nouveau sondage. Désolé, c'est de la cuisine, mais ça m'intéresse en fait. Comment êtes-vous? Oh là là, j'ai les doigts tellement gourds, je suis pas réveillé, il faut que je me fasse un petit café. Prévenu de mon stream. Voilà, point d'interrogation. Comment êtes-vous prévenu de mon stream? Notification, donc les notifications que vous pouvez cocher sur Twitch et qui vous alertent sur votre support de visionnage. Alors, je fais des phrases, on dirait un vendant de la Fnac. 2. Twitter. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme truc? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à part ça? Random, genre vous vous baladez sur Twitch, quoi. Vous baladez sur Twitch, puis à un moment vous voyez ma tête, vous dites tiens, je vais aller voir Samuel, il a des petits jeux ce matin, ça va être rigolo, on va encore rien comprendre ce qu'il va dire. Le random déjà sur Twitch, quoi, en fait. Ouais, random, vous êtes sur Twitch, vous vous promenez, quoi. C'est intéressant. Par mail, BFM TV, je kiffe. Genre, t'imagines, BFM tous les matins. Ou par habitude, ouais, pas mal par habitude comme proposition. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous connectez pour voir, à peu près dans mes horaires, quoi. Sauf que souvent, parfois, je change souvent d'horaire, et puis même il y a des jours que parfois je suis pas là. Ok. Quand est-ce que je rejoins le FC Silmi? Voilà, je pense qu'ils me prendront jamais dans l'équipe, je suis trop nul. Mais j'aimerais bien, ça me ferait marrer. Grâce à mon 6e sens. Je quitte jamais la chaîne, vous êtes trop mignons. Oh, c'est trop mignon. Ok, allez, c'est parti pour le sondage. Comment êtes-vous prévenu de mon stream? 1. Notification. 2. Twitter. 3. Random. 4. Par habitude. Vamos! Let's go! Putain, je suis totalement bilingue, trilingue, super. Voir les résultats. Ça m'intéresse tellement, ça. En fait, je me suis posé la question hier, je me suis dit, ah ouais, ok. Donc, une notification qui est en tête, 44%, mais qui n'est pas majoritaire. Twitter, que 13%. Ah, c'est intéressant. Donc mon tweet, en fait, il sert pas à rien, mais c'est pas le moyen. Random 21%, c'est beaucoup plus que je pensais, et par habitude 23%, beaucoup plus aussi que ce que j'avais imaginé. J'ai bien fait de vous poser la question. C'est cool. Ça veut dire que le jour où j'ai la flemme, où je fais pas de note, non, la notif elle est automatique, je suis bête. Voilà, ok. Donc 42%, les scores changent quasiment plus. Vous êtes quand même 3500 à avoir voté déjà. Notification 42%, ok, donc c'est vraiment un outil efficace, mais je sais que tout le monde n'a pas coché la case notification, donc vous l'êtes pas notifié. Twitter que 13%, ok, c'est bien la peine que je me décarcasse sur Twitter. Random 22% au hasard, là je suis vraiment surpris, ok. Et par habitude 24%, ça me fait très plaisir. Je suis bien content de vous avoir posé la question. Bon. Alors, ceux qui sont là pour la première fois se sont rendus compte que j'avais un drôle d'objet avec moi. Je vous dois des explications. Merci pour le sondage. Un petit F5 dans le chat pour voir les résultats si vous ne le voyez pas. Ici, vous avez face à vous un total drogué, on peut le dire, à la caféine. Totalement accro à cet objet qui est donc un thermo, je le précise, parce qu'après certains peuvent partir sur d'autres trucs. C'est mon carburant, c'est précisément du café crème, café au lait. Sucré, c'est mon carburant de 2h, 1h45 du matin jusqu'à
jusqu'à la fin de ce stream. Et puis je reprends vers 17-18 heures pour réallumer tout ça. Voilà. Donc, non seulement on en boit beaucoup, régulièrement, puis en plus ça hydrate un petit peu parce que je parle. Et on a même une musique du café. On envoie la musique du café, on s'en fait une petite rasade et on va voir la presse en région tout de suite. 3, 2, 1. Putain, je recommence mes décomptes. C'est affreux. Café. C'est ça la musique du café. Je fais des bruits aussi. Patate. Non, en fait, j'ai pas du tout la patate, je suis juste hyper caféiné. Allons voir la presse en région maintenant. J'ai vu des choses intéressantes ce matin en me promenant sur Internet depuis la matinale de France Info, mais je n'ai pas tout vu, donc on a parfois des surprises. Quand je parle de surprises, je parle de bonnes surprises, des actus qu'on n'a pas vues ailleurs et qu'on voit dans la presse en région. Je rappelle qu'on a une magnifique presse en région. Il faut en profiter et il faut la faire vivre en la lisant, parce que la presse, si on ne la lit pas, eh bien, elle s'use, voire même elle disparaît. Je rappelle que les journaux sont mortels, hélas. Alors, qu'est-ce qu'il y a qu'on n'aurait pas vu ailleurs à la une de la presse en région? Il y a des résultats locaux de Coupe de France, par exemple. Tiens, Sedan, c'est triste, qui quitte la Coupe de France. C'est à la une de l'Ardennais, c'est le journal de la région. Alors, c'est triste, et puis c'est moins triste pour l'équipe d'en face, bien sûr. Je ne sais pas qui jouait contre Sedan. Qu'est-ce qu'on a encore? Ok. Oui. Oh, c'est un joli titre, je ne sais pas ce qu'il recouvre. Tac. L'Est éclair. Covid les 8 mai du mois de mai. Ah, si, c'est intéressant en fait. Si les indicateurs dans l'aube semblent montrer des signes encourageants, la partie est loin d'être gagnée dans l'hypothèse d'un retour normal, rapide à la normale. Ce matin sur France Info, on a vu que eh bien dans certaines régions, notamment celles qui avaient pris parmi les 19 départements qui avaient pris les dernières mesures sanitaires avant les autres, eh bien le taux d'incidence, le fameux taux d'incidence du virus, s'était amélioré, avait baissé. Donc là, les bonnes nouvelles sont assez rares sur le front de la lutte contre le Covid-19. On se rend compte que les dernières mesures, qui ont été prises d'abord dans 19 départements et ensuite se sont étendues au reste de la France, eh bien, commencent à porter leurs fruits. Ok, bonne nouvelle, évoquée ici par l'Est éclair. On continue. Quand je vous disais que le vaccin AstraZeneca, qui a changé de nom officiellement, mais enfin, c'est pas un changement de nom qui va changer le produit, donc moi je reste sur l'ancien, comme la presse d'ailleurs, de plus en plus de méfiance, de réticence vis-à-vis de l'AstraZeneca. Ils n'en veulent pas. C'était... ok. C'est la une de l'Aisne Nouvelle. Voilà. Regardez, proposé cette semaine au Palais des Sports de Saint-Quentin, le vaccin anglo-suédois est boudé par les patients. En revanche, le Pfizer a inauguré le centre de vaccination de Tergnier, ouvert mardi. Bon, il y a beaucoup de gens qui refusent l'AstraZeneca. Je pense qu'on lira des articles là-dessus, parce que ça pose quand même beaucoup de questions, notamment sur le fait que la France est le pays européen qui a le plus de doses d'AstraZeneca. Est-ce que les gens en voudront? On verra ça. Euthanasie, on va en parler, c'est un peu l'un des 2-3 thèmes principaux de ce jour. Et pour cause, proposition de loi qui arrive à l'Assemblée. Il y avait une possibilité en France de légaliser l'euthanasie, comme d'autres pays européens l'ont fait. Ce ne sera pas pour cette fois, je vous expliquerai pourquoi. Le débat revient à l'Assemblée, c'est la une du Maine libre, une histoire d'obstruction parlementaire que je vous détaillerai un petit peu tout à l'heure. Ok. Tenez, la une de Paris-Normandie s'intéresse au vote des députés de la région sur la fin de vie. Qu'est-ce que vote votre député des Normands face au débat? Il faut rappeler que selon les sondages, plus de 90% des Français sont pour la légalisation de l'euthanasie, c'est ce que disent les enquêtes en tout cas. Ok. Le bac 2021 dans l'épreuve du Covid, c'est la une de la Dépêche du Midi, mais on en a déjà parlé, c'est compliqué pour les bacheliers de préparer le bac dans ces conditions, et en plus, ça tombe une année de réforme du bac. Ok. Qu'est-ce qui est intéressant? Ouais. Hop, quand je vous dis que l'euthanasie fait la une. Est-ce qu'il faut changer la loi? Se demande la Provence, on est du côté de Marseille, là, voilà. La Provence qui évoque ces 3000 amendements déposés par 4 ou 5 députés de droite, LR, pour empêcher le vote. Je peux vous le dire, je peux vous expliquer maintenant d'ailleurs. C'est une... hop, la tablette a sauté. Une proposition de loi sur l'euthanasie, là, qui arrive à l'Assemblée aujourd'hui. Elle s'inscrit... donc, proposition de loi, déjà, ça veut dire qu'elle ne vient pas du gouvernement. Proposition de loi, ça vient
des députés, hein, sinon ce serait un projet de loi. Et en plus inscrit dans ce qu'on appelle une niche parlementaire, c'est-à-dire que régulièrement, un groupe a le droit de porter ses idées, ses textes en avant dans le cadre de ce qu'on appelle une niche parlementaire. Voilà. Et on inscrit un texte, celui-ci par exemple, à l'ordre du jour. Sauf que il y a un laps de temps maximum pour débattre et voter ce texte. Et en l'occurrence, eh bien, ce soir, le vote devra avoir lieu à minuit, avant minuit. Et s'il n'a pas lieu avant minuit, eh bien, contrairement à un texte classique, eh ben, ça s'arrête. Le débat s'arrête. Il n'y a pas de vote. Et en fait, c'est exactement ce qu'ont essayé de faire les députés LR dont je vous parle. Ils ont déposé 3000 amendements pour retarder le vote. Hein, et a priori, eh ben, le vote n'aura pas lieu. C'est limite. Enfin, c'est plus que limite. Voilà l'histoire d'obstruction parlementaire dont je voulais vous parler et qui est évoquée, c'est pour ça que je vous en parle maintenant, par La Provence, le quotidien de Marseille, ce matin. Alors là, quand je dis on voit en une de la presse régionale des infos qu'on ne voit pas ailleurs, moi c'est par le Télégramme, quotidien breton, que j'ai appris qu'il y avait une autre proposition de loi qui arrivait à l'Assemblée, là, aujourd'hui, sur les langues régionales. Voilà, à propos de l'enseignement en immersion dans les écoles publiques, de la reconnaissance des signes diacritiques. Qu'est-ce que c'est les signes diacritiques? Parce que ce matin sur France Info, j'ai fait mine de comprendre ce que je disais, mais ça veut dire quoi précisément, signes diacritiques? Je suppose que c'est un lien avec la langue bretonne, je suppose. Diacritique avec la langue de façon générale. Hop, on y est. Alors je vais sur Wikipédia, n'en déplaise à quelqu'un tout à l'heure qui a critiqué Wikipédia, qui est souvent une source assez fiable d'informations, Wikipédia. Un diacritique ou signe diacritique est un signe accompagnant une lettre ou un graphème pour en modifier la prononciation. Ah, ok, d'accord, ouais. Ok, d'accord. Ok. L'accent aigu, par exemple, en français, d'accord. Ok, très bien. Ok. Donc, il doit y en avoir aussi en langue bretonne. Bon, très bien. Les tildes, je pense, Germont me parle des tildes, je pense que c'est la même chose aussi. Ça doit être un signe diacritique, hein, j'imagine. Je pense d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui s'y connaissent mieux que moi. Je remonte le chat. Vous avez beaucoup de réactions sur l'obstruction parlementaire. C'est tous les accents, me confirme Charles Sey. Merci à toi. Donc, j'apprends par le Télégramme qu'il y a une proposition de loi sur les langues régionales à l'Assemblée aujourd'hui. Vote crucial suivi de près par les familles ayant choisi l'apprentissage du breton pour leurs enfants, pour voir si les règles du jeu changent. Donc, d'où ce titre, le breton joue gros devant les députés. Le breton étant pas le breton comme Samuel Etienne, mais le breton, la langue bretonne que je ne parle pas. Je sais dire kenavo, je crois que ça veut dire bonjour. Je crois que c'est tout. Vous connaissez des mots de breton, vous connaissez des mots de breton, vous Non. Le breton, non. Chouchette, je sais même pas. Kenavo, c'est au revoir? Non, mince. Kenavo, c'est pas bonjour aussi? Ça veut dire, oh la honte. Oh, le nul. Bah, ouais. Voilà, j'ai encore dit une connerie. Ça veut... non. Le Guanadu, ça c'est le drapeau breton, je connais ça. Yermat, oui, Yermat, je connais le mot, je sais plus ce que ça veut dire. Kenavo, c'est au revoir. La honte. Ok, bah c'est bon, je sais que ça veut dire au revoir. Ça, vous êtes 300 000 à me le dire. C'est nul, je suis nul. Ok. Demat, ça veut dire bonjour. Ok, d'accord, ok. Queen ça, je sais que c'est le gâteau breton, mais est-ce que c'est le mot en breton? Ok. Kenavo, c'est au revoir, pas bonjour. Donc, il y a à peu près 600 personnes qui viennent de me le dire. Ok, la honte. Bon, je parle pas breton. Mon papa, ça me faisait rire quand j'étais petit. Il me disait, il faut que tu apprennes le breton. Il parlait pas non plus, lui, d'ailleurs. Je dis, mais pourquoi? Parce que comme ça, si on se fait envahir par une puissance étrangère, tu pourras rentrer dans la résistance et tu parleras en breton. Et comme ça, l'envahisseur ne comprendra pas. Ça m'a marqué comme explication et il m'a dit ça pas mal de fois. Et puis à la fin, en grandissant, je lui ai dit, mais si je suis tout seul à parler breton, et que les autres résistants le parlent pas, ça servira à quoi, en fait? Vous voyez? Non, mais j'adorais cette histoire. Je sais pas si se rappelle pas de cette histoire, mais ça me faisait rire. Bon, ouais, on parle de générations qui ont connu la guerre aussi, hein, donc voilà. Mais après, je me suis dit, ouais, mais je suis tout seul à parler breton au niveau de la résistance, que ça va pas donner grand-chose, quoi. Mais il est trop chou, mon papa, il a toujours des idées comme ça. C'est un libre penseur, mon papa. Il a pas fait d'études supérieures, il a dû s'arrêter pour travailler dans la ferme familiale au niveau du certificat, avant le certificat d'études, donc c'est quelqu'un qui aurait pu sûrement faire de très brillantes études supérieures, j'en suis convaincu, parce que c'est un esprit étonnant, très,
très impressionné par mon papa. Mais c'est un esprit libre, en fait. Voilà, donc il a son propre cheminement, ses propres propositions. Et c'est toujours intéressant de parler avec lui parce qu'il a un regard sur les choses qui n'est pas un regard formaté, qui a un regard indépendant. D'ailleurs, enfin, je suis très admiratif de lui parce qu'il est parti de rien. Et puis il s'est construit une très belle vie et tout seul, quoi. Voilà. Et donc il a toujours un regard intéressant sur les choses et pas prévisible, quoi. Donc je me rappelle de cette anecdote qui m'avait marqué. Sur le breton pour les résistants. Voilà. J'arrête de vous raconter ma vie. La presse de la Manche se pose aussi les questions. Faut-il créer un droit à l'euthanasie? Et dit, bon, ouais, a priori il n'y aura pas de vote, mais c'est bien quand même parce que ça crée du débat. C'est pas faux. C'est la une de la presse de la Manche. J'avais pas vu cette in. Ah, elle est bonne cette. Mais je vous ai pas mis la scène. Oh, je suis con. En plus, je suis mal poli ce matin. Allez. Pardon, je mets la scène. Désolé. Non, d'habitude, vous me criez dessus. La scène. Et là, vous m'avez pas mis la scène. Pourtant, il n'y avait pas la scène. Hein, vous étiez sur mon histoire de papa, sans doute. Là. La scène. Voilà. Donc, hop, je reviens ici. Oh, merci, mamie Monique. L'agonue. Bonjour Samuel, ma mamie Monique regarde tous tes lives, elle adore. Mamie Monique, si vous êtes là avec nous ce matin, je vous embrasse très fort. Et puis Monique, c'est un prénom qui me touche, parce que c'était le prénom de ma maman. Voilà. Donc je kiffe votre prénom, mamie Monique, et je vous embrasse très fort. Regardez cette une de Nice ce matin, comment elle est cool. Rendez-nous le printemps. Putain, on est le 8 avril, vous avez vu les températures, mais c'est folie, quoi. Voilà. Donc, jolie une de Nice matin. Enfin, le temps, on est dans l'arrière-pays niçois sans doute, là. Créolière Village hier matin, ben ouais, c'est le mois de février, quoi. Incroyable. Et alors, on parlait avec Valérie Maurice, qui est une des responsables de la météo à France 2 ce matin, qui est juste géniale, qui est adorable. Je lui ai dit, c'est quoi la tendance là? Elle m'a dit, week-end pourri. Donc, bon, désolé. Week-end pourri. Voilà. J'espère que ça va s'arranger un petit peu la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est marqué, la pluie s'invite à partir de ce week-end pour ceux qui habitent la région de Nice. Voilà pour le petit point météo. Quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de une sur l'euthanasie. Est-ce qu'il faut l'autoriser? Se demande Var matin, cette fois, on n'est pas très loin de Nice. Matin. Bon, voilà. Bon, on a bien fait de feuilleter un petit peu cette presse régionale avec des choses intéressantes qui nous a permis de parler du breton, notamment. Oh, il y a plein de bonjours à Monique, il y a le FC Monique, vous êtes trop cool. Oh, ouais, super. Oh, c'est aussi le nom de ma maman, me dit Antoine, je l'embrasse. Les Moniques sont formidables. Voilà. Le petit dicton d'Idodi, en avril ne te découvre pas d'un film. Ouais, mais enfin, en avril ne te découvre pas d'un film. Enfin, en avril, c'est pas le mois de février non plus. Hein, faut pas exagérer non plus. À un moment, c'est remboursé, quoi. Hein, voilà. J'aime bien discuter avec vous. Qu'est-ce que c'est ça? Je vérifie qu'il n'y a pas de message super important. Genre, on me propose la direction de l'ENA, parce que je postulais en secret pour la direction de l'ENA, pour diriger l'École nationale d'administration. Je peux vous le dire maintenant. J'ai l'impression que c'est un petit peu compromis, là. C'est une vanne, hein, pour les membres de la team premier degré. Là. Ok, on a vu les unes de la presse nationale. On l'a Golden Raf, tes blagues sur Monique, tu les remballes. Hein c'est une blague, donc il n'y a pas ban là-dessus, mais hein, on respecte les Moniques. Donc pas de blague sur les Moniques. On rigole de tout. On rigole pas des Moniques. On a lu les unes de la presse nationale. On a lu la une de la presse régionale. Et là, vous allez me dire, bon bah, je te connais, Samuel. Hein, on va rentrer dans les articles, notamment Charlie Hebdo, on va lire les articles. Eh ben non, c'est une petite surprise avant, une petite rigolade, parce qu'en me baladant sur Twitter tout à l'heure, je tombe sur un tweet de la page de Popcorn, hein, l'émission sur le stream sur Twitch, hein, Popcorn, hein, Domingo, tout ça, qui est vachement bien. Et donc, j'ai fait un tweet trop marrant qui nous parle de journaux. Donc je vais chercher le compte Popcorn ici, tenu par des gens que j'aime bien. Hein, regardez Popcorn, hein, si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir cette super émission, là, vachement intéressante. Regardez ce tweet ici, là. Si vous avez aimé les fausses unes qu'on a réalisées pour le faux Garo, déjà le faux Garo, faux Garo, j'adore. Cette semaine, on vous les poste ici. Dites-nous quel est votre préféré. Ça a été tweeté quand ça? Ça a été tweeté il y a quelques heures, une quinzaine d'heures. Ah, mais il y en a plein. Mais il y en a combien? Ah, mais je pensais qu'il y en avait 4. Ils en ont fait 6000, quoi. Voilà. Et quelqu'un me les a signalés, donc on va se régaler. Un petit plaisir. Voilà. Hein, regardez celle-là. L'aberration. L'aberration. Fraude. Il met volontairement
en feu sa caravane pour arnaquer son assurance et réalise plus tard qu'il n'était plus assuré. J'adore ces fausses unes. La une du Figaro. Bordeaux, des ouvriers non déclarés contrôlés sur le chantier de l'URSSAF. C'est pas bon ça. Vesoul, la une du Figaro encore. Vesoul il se balade nu, un foulard autour de la taille et jette du pain aux automobilistes. Alors attention parce que là je découvre des unes que je n'ai pas vues encore. Donc attention, la une de l'Aberration. C'est quoi ça? C'est trash. Rennes, il s'enfuit avec le placenta de sa femme qui vient d'accoucher. Ah, sérieux quoi? Ça c'est quoi la une du Figaro encore? La fête est finie. Pékin veut en finir avec les striptease lors des enterrements. Mais où est-ce que vous allez chercher tout ça quoi? L'Aberration. Somnambule, il est aperçu suspendu au paratonnerre de son immeuble. Une dernière. C'est quoi ça? Bon, elle est pas drôle celle-là. République tchèque, il découvre une faille sur le site du gouvernement et modifie un texte de loi. On va trouver mieux que ça. Je vois un truc sur Toulouse, l'Aberration. Enfermé dans des dans les toilettes publiques, une Toulousaine douchée par le nettoyage automatique. Bon, moi j'adore. Bon, bravo les amis de Popcorn là. Allez voir cette émission de temps en temps. Il n'y a pas que du faux. Quoi, la moitié des unes sont vraies? Quoi, la moitié des unes sont vraies? Il y a des vrais dans le tas? Quoi? J'avais pas l'info. Il y a des gens qui me disent. Il y a des gens qui me disent que certaines des histoires sont vraies. C'est vrai. Rennes, par exemple, le placenta, c'est vrai. Pékin, c'est vrai. Sérieux? Il y en a une sur deux qui est vraie? Non. Et on me dit que sur la première une, sur l'Aberration, il y avait un truc sur moi. Oh, j'avais pas vu, c'est trop mignon. Ah, mais on se régale en fait. Insolite en haut à droite. Samuel, Étienne et Étoile seraient deux frères, deux fauves, le M. Excellent. Il y a des vrais, mais c'est encore plus fort. Ah, c'est génial. Vous connaissez beaucoup plus ces unes de Popcorn que moi en fait. Ah, c'est incroyable. C'est étonnant. Le striptease en Chine, c'est vrai, sur les enterrements. Oh la vache. Et le but, c'était de trouver les fausses. Ah la vache. Mais dans quel monde vivons-nous? C'est dingue. Waouh. Bon bah écoutez, c'est ça que j'aime bien avec le chat, c'est que on apprend des choses. Moi je pensais vous apprendre une rigolote et puis vous m'apprenez qu'en fait elles sont. Alors celle-là par exemple, elle doit être vraie celle-là alors. Le Figaro, il faisait transiter de la cocaïne dans les meringues. Un pâtissier arrêté en possession de 50 kilos de drogue dans son camion de livraison. Ah bon, qu'est-ce que vous en pensez? Elle devait être vraie celle-là. Hein, elle devait être vraie celle-là. J'adore. Bon, petit plaisir du matin. Je pense qu'il faudra que j'aille plus souvent voir ces unes de Popcorn, de Figaro et de Libération. Bon, on va attaquer la presse nationale maintenant. Hein. On est sur un bon rythme là, 48 minutes. Ok, on y va. Hop. Mais d'abord, on va se faire un petit café. Et puis, parce que là, après, on part pour une bonne ligne droite de Charlie Hebdo, de Libération, de l'Opinion, de la Croix, du 1 Hebdo, du Figaro, des Échos, de l'Humanité et du Parisien et de l'équipe sur le match du PSG hier. Je suis malin parce que du coup, je me dis que tous les supporters du PSG, je vais les garder pendant encore une heure. Pour ceux qui ne connaissent pas le score. Il y en a qui ne connaissent pas le score? Je vous dirai pas le score. C'est un bon score. Je ne dis pas pour quelle équipe. Café et on y va. Folie! Folie du café. Je me demande si samedi je fais pas une nuit de la culture avec Étoile. Je me demande si samedi, je sais plus, je suis un peu perdu dans mon emploi du temps. Je me demande si samedi on fait pas une nuit de la culture avec Étoile pour fêter nos 1 an. On fête nos 1 an. Notre année. Notre année de nuit de la culture. Notre première nuit de la culture avec Étoile, avec Rayou, c'était il y a 1 an. Je crois qu'on fait un truc samedi. C'est cool, non? Merci à lui de m'avoir fait découvrir tout ça. Et moi, je vous fais découvrir Charlie Hebdo. Je vous ai choisi quelques dessins. D'ailleurs, il y a un dossier, rien que ce dossier vaut le coup d'acheter Charlie, là, 3 €, sorti ce 7 avril. Croissance, l'homme a-t-il atteint les limites de sa connerie? Rien que ça vous donne pas envie de l'acheter, hein? Allez, un petit dessin sur les dîners clandestins, pour commencer. Alors, c'est Coco qu'on a reçu dimanche soir à la maison. La nouvelle dessinatrice de Libération et toujours de Charlie Hebdo. Coco, c'est quoi la différence entre un dîner normal et un dîner clandestin? Je vous montre pas bien là. Voilà. Je
je suis pas doué pour montrer les dessins. Là, voilà. Là. Dîner normal, Deliveroo, voilà, le livreur, le gros paquet. Dîner clandestin, c'est une énorme boîte de caviar. Je kiffe. Je l'adore, Coco. Elle est tellement cool. Vous avez été nombreux aussi à apprécier ce moment qu'on a passé avec elle, 2 heures. Et notamment son livre où elle évoque les attentats de Charlie. Et là, on rigolait moins. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Bien sûr, avec Charlie Hebdo, surtout quand c'est bien hardcore. Vaccination, une mission à la hauteur de l'armée. Vous savez que les militaires, ça y est, l'armée s'y est mis, en France à vacciner. Voilà. Et le militaire qui pique mamie et qui commente, comme au Mali, le plus dur, c'est de viser. Voilà, Charlie, ils ont le droit de faire ça. C'est hardcore, certains diront c'est too much, mais c'est Charlie. Et il faut respecter la liberté de faire du lourd, du gras, du hardcore. C'est la liberté d'expression. Il est pas mal celui-là, il n'est pas trop méchant encore, par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce que je vous ai sélectionné encore ? Le fameux dossier, l'humanité au bout du rouleau. L'homme est-il arrivé aux limites de sa connerie ? C'est une page avec plein de dessins en fait, voilà, avec son vrai... Charlie, on peut rire de tout, même de l'horreur. La Méditerranée peut-elle accueillir tous les migrants du monde ? Regardez ce dessin. C'est du riz, ça ? Ça ressemble à du riz. La Méditerranée peut-elle accueillir tous les migrants du monde ? Regardez ce dessin, c'est trash. C'est riz, ouais. Et puis alors, un autre dessin sur le baby flop. Il n'y a pas eu de baby boom pendant le confinement. On pensait que les couples qui se retrouvaient ensemble allaient... faire plein de bébés, parce qu'ils avaient que ça à faire. Et en fait, non, c'est un baby flop, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup moins d'enfants en France et dans le monde, alors c'est un petit peu, voilà. Et du coup, dessin de Charlie, baby flop, voilà, et puis on a un prêtre, un curé avec un enfant de cœur sur les genoux. Oh là là, ça part. On va bientôt être limité en enfant de cœur. Charlie, voilà. Ah, ça nettoie la tête, ça nettoie la tête, voilà. Bon, si vous voulez vous régaler, il y en a des dizaines comme ça. Bon, après, voilà, il faut accepter ce présupposé qu'on peut rire de tout. Il y a des gens qui ont un peu de mal avec cette idée. L'histoire du journal l'a montré. Et j'ai envie de dire, hélas. Alors, maintenant, on parle de l'euthanasie. Bon, c'est un sujet lourd. Et en même temps, la question de la mort, c'est aussi la question de la vie. La vie vaut-elle la peine d'être vécue ? C'est poser la question de la mort. Je fais mon philosophe à 10 centimes d'euros. Mais voilà, on peut en parler sans pleurer de l'euthanasie. En tout cas, il faut en parler. Et c'est ce que vous disent les journaux ce matin. Il faut en débattre. On a une proposition de loi qui arrive là aujourd'hui à l'Assemblée et a priori qui aurait pu être votée. C'est-à-dire que l'euthanasie aurait là ce soir, avant minuit, pu être légalisée en France. Révolution. C'est déjà le cas dans certains pays. L'Espagne vient de légaliser l'euthanasie par exemple. Mais ça ne va pas se faire pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Obstruction parlementaire, on va le détailler. En tout cas, Libération, titre ce matin, loi sur la fin de vie, il est temps. Alors, Libération ne prend pas vraiment parti pour l'euthanasie, pour la fin de vie, mais dit il est temps d'en parler. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. En 20 ans, 3 lois, 4 rapports et peu d'avancées. Le débat sur l'euthanasie reste un tabou. Le texte discuté ce jeudi à l'Assemblée pourra-t-il enfin le lever ? Libération se félicite plutôt qu'on en parle, qu'on en reparle, plutôt du fait que on pourrait le voter, puisque le vote n'aura pas lieu. Beaucoup de commentaires sur Charlie, c'est intéressant. Lisons ce extrait d'éditorial de Paul Quignot à ce propos. Une occasion manquée de plus. Le sort réservé à la proposition de loi sur la fin de vie, qui arrive aujourd'hui en discussion à l'Assemblée nationale, ne fait aucun doute. Même si une partie de la majorité se montre ouverte à l'idée de faire évoluer la loi actuelle, qui est la loi Claes-Leonetti, l'exécutif a fait savoir qu'il n'y avait pas urgence, il faut dire que le texte n'est pas soutenu par le gouvernement, en cette période de crise sanitaire, pas urgence à se pencher sur cette question hautement sensible. C'est l'argument des gens qui ne veulent pas qu'on en parle aujourd'hui, c'est en pleine crise sanitaire alors qu'on lutte pour la vie, il ne faut pas parler de l'euthanasie. Franchement, je trouve que l'argument, il ne tient pas. Il n'y a pas de bon moment pour parler de l'euthanasie. Bon, l'attitude de la droite, écrit Libération, elle frôle l'indignité. Un tel sujet mérite mieux que la basse bataille d'obstruction qu'elle va engager via des centaines et des centaines d'amendements, des milliers en fait, déposés en réalité pour empêcher tout débat. Attention, Libération, qui dit l'attitude de la droite frôle l'indignité. On parle là de quelques élus LR.
et qu'au sein même de LR, il y a plusieurs voix qui se sont élevées pour critiquer l'attitude de ces élus qui ont déposé ces amendements. En fait, l'euthanasie, c'est au-delà des partis et ça divise à l'intérieur de chaque parti. Et à LR, il y a des gens qui veulent qu'on légalise l'euthanasie en France. Donc ça n'est pas la droite qui est indigne. Ici, ce sont quelques élus de droite, 4 ou 5. Buta Live me précise, 5 élus LR ont déposé à eux seuls 2500 amendements. Donc, moi, Libération, c'est un journal que j'aime bien, mais dire l'attitude de la droite frôle l'indignité, je trouve que le raccourci est un petit peu raccourci. Voilà, donc ça, c'est l'analyse de Libé là-dessus. Voilà. Maintenant, je prends l'opinion qui critique pas tant les députés LR dont on parlait à l'instant, mais plutôt le chef de l'État, qui est bien silencieux sur la question. L'opinion ne le dit pas comme ça, mais manifestement, il reproche un petit peu de manque de courage au chef de l'État. Fin de vie, le non-choix d'Emmanuel Macron. Vous avez un dessin de CAC ici, qui est un excellent dessinateur, voilà, avec le président qui est en mode to be or not to be, Hamlet, Shakespeare, être ou ne pas être, avec le crâne, le fameux crâne, dans Hamlet, sur la fin de vie, et le patron des députés LREM qui dit c'est quand tu le sens. Hein. Il n'est pas pressé, en fait, nous explique l'opinion. Le président de s'exprimer là-dessus, silencieux depuis 2017, pas un mot, sur le douloureux sujet de l'euthanasie. Le chef de l'État, sensible à l'évolution de l'opinion, parce qu'il sait qu'une majorité de Français est pour, n'a pas pour autant tranché et laisse faire pour l'instant le Parlement. Extrait de l'article de Nathalie Segaune. Sauvé par la droite, l'obstruction de 5 députés LR dans l'hémicycle de l'Assemblée a toutes les chances d'empêcher l'adoption ce jeudi de la proposition de loi d'Olivier Falandy. Quelqu'un me demandait dans le chat tout à l'heure, qui est à l'origine du texte. Bien, ce sont plusieurs députés de différents partis, de différents camps, mais c'est Olivier Falandy qui porte cette proposition de loi, donc du groupe Liberté et Territoire, centre-gauche, on va dire, sur la fin de vie, Olivier Falandy, et offrira ainsi un nouveau répit à Emmanuel Macron sur ce sujet sensible. Donc l'opinion nous dit, le président peut dire merci à ses députés LR, puisque ça l'arrange bien qu'il n'y ait pas de vote aujourd'hui sur la question. La Croix, toujours sur ce thème, a une autre lecture. En fait, il n'y a pas beaucoup de journaux qui prennent parti ce matin, mais La Croix prend parti. Oui, Olivier Falandy, c'est le pote de Madame Royale. Je vois que vous avez la ref. C'est Nicole King 59. Il y a une histoire, Falandy Royale. Certains s'en souviennent manifestement. Voilà. Avez-vous vu l'horrible déclaration de Barbara Lefebvre à propos de l'euthanasie, me dit Big Joe Turner. J'ai vu ça très vite. Mais faisons une pause sur ce que tu dis, parce que... Comment s'appelle cette dame déjà ? J'ai vu, c'était un petit peu choquant, Barbara Lefebvre, euthanasie. On va faire une petite recherche là-dessus, parce que j'ai vu ça passer vite, mais on n'a pas fait de sujet là-dessus ce matin. À France Info, donc je pense que ça mérite. Je pense que cette dame a dit une grosse bêtise. Barbara Lefebvre. Voilà. Alors c'est une enseignante française et essayiste, voilà, qui intervient sans doute manifestement régulièrement en plateau sur l'égalitarisme, l'antisémitisme, la laïcité. Qui est-elle d'abord ? Toujours savoir qui parle. D'accord. Enseignante, essayiste, d'accord, ok. D'accord, je voudrais savoir un petit peu quelle est sa grille de lecture. D'accord. Ok. D'accord. Prise de position et engagement. D'accord. Voilà, elle intervient sur la fracture culturelle française. D'accord, oui, bon, d'accord, bon. Rien de... Ok. Ok, bon. Ok, très bien. Elle prend position notamment sur la question de l'antisémitisme. Alors maintenant, sur l'actualité, je crois qu'elle a dit quelque chose sur l'euthanasie, effectivement, qui était... Alors, on va trouver ça. Bougez pas, hop. C'est quand même dingue que le seul article que je trouve là-dessus, ce soit un article de gala. C'est pour ça que bon, allons-y. Après tout, hein, il y a peut-être des très bons journalistes à gala. Alors, donc c'était dans le cadre d'un débat sur LCI, un débat sur l'euthanasie avec David Pujadas. Voilà. Sur le plateau, Barbara Lefebvre, essayiste fermement opposée à l'euthanasie, comme La Croix l'est d'ailleurs, dans un instant on va dire La Croix ensemble, a eu des propos très cash. Vous pouvez très bien vous suicider, a-t-elle lancé. Alors David Pujadas est un peu étonné, la relance, comment ça on peut se suicider ? Et donc elle a réaffirmé son point de vue. Excusez-moi, je vais être très trivial. Quand on vous annonce une maladie incurable, vous n'êtes pas encore en état végétatif, eh bien vous sautez d'un pont. Ok,
Je comprends que c'est choqué. David Pujadas lui répond pardon, mais certains vous diront que c'est horrible. Et elle dit je suis d'accord avec vous, mais ne trouvez pas ça plus horrible d'inscrire dans la loi la demande qui est faite de donner la mort à des médecins dont le rôle est de sauver des vies et de permettre d'accompagner des gens dans la mort. Alors est-ce qu'elle a voulu choquer et faire comprendre son propos C'est un peu limite, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je reviens à vos réactions. Ouais, ouais, non, ouais, ouais, vous êtes un peu choqué vous aussi. Ouais. Alors est-ce qu'elle a voulu, vous savez, moi c'est ce que je reproche à l'ère de l'information sur Twitter et sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d'infos où chacun n'a pas beaucoup de temps ou de place pour s'exprimer et durcit parfois, qu'est-ce que c'est que cette scène, son propos pour se faire comprendre, voilà, plutôt que de prendre le temps d'être un peu dans la finesse et dans l'intelligence, voilà, puis on arrive à des déclarations comme ça choquantes. Voilà. C'est pas comme ça qu'on va avancer sur des débats aussi compliqués. Je suis pas sûr que c'était comme ça qu'il fallait qu'elle le présente. La Croix, par exemple, prend le temps ce matin d'expliquer pourquoi ils sont opposés à l'euthanasie. La Croix, journal catholique, chrétien, vous savez que la religion catholique, les chrétiens et d'ailleurs les croyants dans leur ensemble sont contre l'euthanasie et la fin de vie parce que la vie c'est sacré. Hein. Comme la vie vient de Dieu, pour les croyants, eh ben, on peut pas décider de mettre fin à la vie. Même si au nom de la religion, certains fous tuent. Et hop, et on revient à Charlie Hebdo. Mais, donc la vie est sacrée, donc l'euthanasie, c'est pas très surprenant de voir la Croix opposée à l'euthanasie. Alors, pourquoi la Belgique? La Croix prend l'exemple belge. Alors que l'Assemblée débat d'une proposition de loi, l'exemple de la Belgique, où l'acte est possible depuis 19 ans, ah ok, donc en fait, ils ont un peu de recul, montre sa banalisation. En fait, la Croix nous montre qu'il y a une banalisation de l'euthanasie en Belgique. De quoi s'agit-il? Édito de Guillaume Goubert. L'exemple de la loi belge, célébrée par les partisans de la proposition Falorni, le montre bien. Elle est désormais invoquée non seulement par des malades en toute fin de vie, mais aussi par des personnes souffrant de dépression, de pathologies invalidantes, mais qui ne sont pas mortelles. Bon, après, quand on rentre dans l'article, on se rend compte que entre le fait que des personnes dépressives évoquent la possibilité d'euthanasie et arrivent effectivement à qu'on leur donne la mort, à trouver un médecin pour le faire, il y a un fossé. Et il ne faut pas imaginer que dès qu'on a une dépression en Belgique, on est euthanasié, bien sûr. Hein. Mais quand on lit juste la Croix comme ça, on peut le penser, mais après, quand on lit l'article à l'intérieur qui est très bien documenté, on se rend compte que c'est pas la réalité. Mais la Croix profite de cet édito pour expliquer leur position sur l'euthanasie. Il faut le répéter. L'urgence n'est pas d'offrir la possibilité d'abréger la vie, elle est de développer les recherches contre la douleur et de promouvoir les soins palliatifs. En fait, la plupart des gens qui sont opposés à l'euthanasie, ils mettent cet argument en avant, en disant la vie est sacrée. Plutôt que d'essayer de légaliser l'euthanasie, il faut accentuer les recherches, les traitements contre la douleur. Vous savez que la douleur est très mal, accompagnée en France. Hein. On le sait encore, on a un gros déficit en la matière. Voilà. Toute évolution en direction de l'euthanasie nuira d'autant plus à de tels objectifs qu'il demande des personnels formés et des moyens budgétaires bien supérieurs à ceux que requièrent les injections létales. Que nous dit la Croix? Qu'en fait, ça demande beaucoup plus de moyens d'accompagner les gens dans la douleur et de promouvoir les soins palliatifs pour empêcher les gens de souffrir d'une maladie, par exemple, dégénérative. Ça demande beaucoup plus de moyens que tout simplement faire une piqûre létale. Donc c'est la facilité, c'est l'analyse de la Croix. Hein. Oui, en France, on meurt mal, comme le soulignent les défenseurs de cette proposition de loi, mais le remède n'est pas dans l'euthanasie. Je voulais vous lire cet édito parce que c'est souvent l'argument en fait, des gens qui sont contre l'euthanasie. Ils disent non, la vie est sacrée. Il faut mieux accompagner les gens dans la douleur pour qu'ils ne souffrent pas, mais il ne faut pas donner la mort. Bon, ça n'est qu'une partie du problème, mais c'est exactement ce que Libération disait. L'intérêt de cette proposition de loi, même si elle n'est pas votée ce soir pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure d'obstruction parlementaire, au moins a l'intérêt de provoquer un débat. Par exemple, dans le chat, je vois les petits chanteaux qui me disent « Et le droit de mourir dans la dignité ». Voilà, c'est tout le débat. Voilà. Je rappelle que selon les enquêtes d'opinion, plus de 90% des Français sont pour le droit de mourir dans la dignité, pour l'euthanasie, mais la Croix est contre. Pour des raisons évidentes, hein, liées à la ligne éditoriale du journal. Même si d'ailleurs, peut-être que certains chrétiens et catholiques, j'ai vu un message en ce sens dans le chat tout à l'heure, peuvent être pour l'euthanasie, hein, à titre personnel. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la Croix, c'est
à la fin, il y a toujours une très belle citation. Ça, c'est un des plaisirs de la Croix. Chaque journal a ses petits... Oh, mon petit bonhomme, je monte la caméra. Ça va, mon chéri? Tu veux dire bonjour? Oui. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu as dans ta bouche? Un bonbon. Mais qui t'a donné ce bonbon? C'est Malo, 4 ans et demi. J'ai dit. Hein? Odéa, Oui. c'est presque que je vois. Dans mon bonbon, elle a dit oui. T'as été gentil, alors c'est pour ça? Oui. On voit tes cheveux, ça va. Ça va? C'est quoi comme bonbon? Tu dis bonjour à tout le monde, oh, c'est trop mignon. Oh, t'es trop mignon. Alors, il y a combien de personnes? Il y a 9000 personnes. 9000 C'est personnes. beaucoup. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Est-ce que tu veux leur dire quelque chose? Tu veux leur dire quoi? Bonjour, il vous dit bonjour. Oh, t'es gentil, t'es chou, t'as un cœur. C'était quoi ton bonbon, tu m'as pas dit? C'est une... Regarde ce que c'est. Ça sent bon, c'est rose, c'est rouge. Ça ressemble à une fraise tagada. Est-ce que c'est une fraise tagada? Je crois que c'est une fraise un tagada. cœur Ah, c'est un cœur. qui immense sucré. Ah oui. Et dedans, il y a comme dans les ours Ah, un peu comme de la guimauve. dans les ours en chocolat. D'accord, mais ça ressemble à un cœur, oui. On est entre la fraise tagada et l'ours en chocolat. Guimauve. Mais c'est un cœur. Mais c'est en forme de cœur. Voilà. Bisous Malo. Je t'aime. Oh, quel bonheur celui-là. Bon, hop, là, maintenant j'ai le bon truc, hop, parce que j'ai toujours peur qu'il monte sa tête. Et donc, hop, maintenant je monte la caméra. Je rappelle ici, les portes sont jamais fermées dans cette maison, parce que déjà avec sa maman, la maman de Malo, on travaille beaucoup à la maison. Et donc, si en plus c'est pour voilà, qu'ils aient des portes fermées, c'est pas cool. Donc les portes sont toujours ouvertes. Et puis Malo, les enfants viennent quand ils veulent. Voilà. Et ils vous embrassent et ils vous saluent. Bon, on en était où? Ah oui, la Croix. Pardon. La Croix, donc c'est un des petits plaisirs. Chaque journal a son petit plaisir. Je sais pas moi. Libé, c'est génial pour les titres, pour la qualité des photos, pour certains. Voilà, Le Monde, c'est autre chose. Voilà. Et la Croix, un des trucs sympas, c'est ça. Il y a toujours une très belle citation, une très belle photo à la fin. Et là, c'est étonnant. Cette photo, c'est la photo d'une sculpture représentant le visage d'un soignant ajouté sur une église du XIe siècle, dans le Dorset, au Royaume-Uni, le 6 avril. Donc c'est un hommage aux soignants. Et en fait, cette sculpture a été ajoutée... Ah, voilà, Malo qui revient. Qu'est-ce que tu veux? Attention au fil. Attention au fil. Ça, c'est le fil de la fibre. Qu'est-ce que tu fais? Non, qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu n'as pas le droit de venir ici. Qu'est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Tu cherches quoi? Non, c'est à maman tout ça. Qu'est-ce que tu veux, mon bébé? Qu'est-ce que c'est ça? C'est les Playmobil. Bon. Tu veux rester un peu ici? Désolé. Hein? Tu restes un peu ici? Mais tu fais pas de bêtises. Ouais. Donc, c'est mignon cette attention avec cette sculpture qui a été rajoutée à une église du XIe siècle. Et puis il y a une citation de Goethe. Et je trouve cette phrase magnifique. C'est souvent un des plaisirs de la Croix. On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. C'est cool, non? Tu trouvais pas? Alors, c'est lié à cette histoire de sculpture, mais quand on réfléchit bien, on peut dire que dans notre quotidien aussi, on peut bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. Ça peut nous servir. Je trouve ça intéressant. Bon, désolé, j'ai des choses pas légères. Moi, j'adore cet hebdo qui sort une fois par semaine, puisque c'est un hebdo, bien sûr, qui s'appelle Le 1. Alors, Le 1, depuis sa création, et puis depuis une semaine, Le 1 Hebdo, qui a été rebaptisé. Un petit changement de maquette, de formule, c'est toujours aussi bien. C'est un super magazine avec un thème chaque semaine, et un thème un peu creusé. Quand je dis que l'intérêt de la presse écrite, c'est de réfléchir, de prendre le temps. On n'est pas sur Twitter, on n'est pas sur les plateaux télé où ça va trop vite, où on dit un peu n'importe quoi pour se faire entendre. Non, là, on prend le temps. Voilà, c'est une page qui se déplie comme ça. Voilà, avec des articles de partout, des éditos, des reportages. C'est vachement bien fait. Là, c'est sur l'inceste. Alors voilà, c'est un sujet lourd, mais la parole s'est libérée autour de ça ces derniers temps en France. On a lu beaucoup de papiers là-dessus, donc je ne vais pas vous lire tout le dossier parce qu'on a déjà beaucoup parlé de l'inceste ici. Je vais vous lire 2 extraits seulement. D'abord d'un échange, d'un entretien avec Dorothée Ducy, qui est anthropologue, qui travaille au CNRS, qui a enquêté sur l'inceste dans les familles occidentales, et qui rappelle ces choses qu'on s'est déjà dites, mais qui sont importantes à garder en tête. C'est tout
tout l'intérêt de la libération de la parole sur l'inceste. Question du journaliste à Dorothée Ducy, anthropologue donc. Que sait-on de l'étendue de la pratique de l'inceste ? C'est assez simple. Depuis que nous disposons d'enquêtes, c'est-à-dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dans de nombreux pays, on peut parler d'un invariant. 5 à 10% des enfants vivent dans une situation d'inceste. 5 à 10% des enfants, c'est invariable. Selon les pays, les sociétés, les périodes, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis qu'on a des chiffres, 5 à 10% des enfants vivent dans une situation d'inceste. Toutes les enquêtes sont d'accord là-dessus. Parce que je sais que parfois, dans le chat, les gens disent « mais c'est pas possible ». Si. C'est un point troublant. En 70 ans, nos sociétés ont beaucoup évolué, mais cette prévalence est inchangée. D'un pays à l'autre, d'un genre de vie à l'autre, quelle que soit la culture finalement. Question, l'inceste touche-t-il davantage des milieux défavorisés ? Non. Cela traverse l'ensemble de la société à part absolument égale. L'alcool, la promiscuité n'y changent rien. Qui sont les agresseurs et les agressés ? Une immense majorité des incesteurs, autour de 96%, sont des hommes. Quant aux victimes, on estime que 2 tiers sont des filles, 1 tiers des garçons. Voilà, pour les chiffres, pour la mesure du phénomène. Voilà. Ça surprend toujours. Et puis on a un article en forme d'édito de Patrice Trappier, qui est intitulé « Crève-cœur ». Je vous en lis un passage aussi. Et après on passe au Figaro. Crève-cœur. On a beau savoir quel gouffre l'âme humaine peut parfois approcher, la vague actuelle de dévoilement autour de l'inceste n'en constitue pas moins une onde de choc. On hésite à parler d'un crève-cœur du fait du caractère insoutenable des récits ou d'un soulagement parce que la parole libérée est seule à même d'interrompre des pratiques qui dans certaines familles se poursuivent depuis plusieurs générations. Ce qui cause notre effroi, c'est de découvrir que l'inceste n'est pas un phénomène marginal, mais une déviance qui frappe assez largement 5 à 10% de victimes, on vient de le dire, selon les études. Les révélations actuelles ont commencé à ébrécher la chape de plomb. Pour que l'intérêt de ce papier, c'est comment faire pour que ça change, puisqu'on vient de constater que selon les civilisations, les époques, les pays, les cultures, les modes de vie, c'est toujours la même prévalence. Comment on peut changer ça ? Les révélations actuelles ont commencé à ébrécher la chape de plomb. Pour que le mouvement se fasse irréversible, il faudra que la justice trouve les moyens d'accompagner la parole des enfants quand elle s'exprime, ce qui est aujourd'hui assez compliqué, ou celle des adultes longtemps après les faits, que les adultes qui ont été abusés qu'on puisse les mettre dans les meilleures conditions pour en témoigner. Mais aussi, donc première piste, la justice, là il y a des progrès à faire, mais aussi suggère le magistrat Édouard Durand que la société dans son ensemble ouvre les yeux sur ces violences. Et c'est pour ça qu'on en parle là. Et Patrice Trappier cite Camus, « Un homme, ça s'empêche. Un homme, ça s'empêche. » Voilà. À nous, à la société, d'ouvrir les yeux, de parler pour chacun apporter sa petite pierre dans ce combat. Passons au Figaro. Je lis certains commentaires. Ok, intéressant. Le Figaro. Alors ça, c'est pas la première fois qu'on entend parler de ces lits de réanimation. Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement, l'exécutif nous dit « mais vous inquiétez pas, on va augmenter les lits en réanimation », on nous annonce les chiffres, les 10 000, les 12 000 lits en France, et puis rien. C'est le constat du Figaro ce matin. Réanimation, les vraies raisons d'une insuffisance. En dépit des promesses répétées de l'exécutif d'augmenter le nombre de lits en soins critiques, les capacités, faute d'incitation ou de formation, n'ont quasiment pas progressé depuis la première vague. Depuis la première vague, on nous promet des lits en réanimation supplémentaires. Eh bien, ces lits ne sont pas là, malgré les promesses. J'en parlais avec Jean Castex ici, un soir, dans la rencontre Étienne. On va là-dessus, et il dit, mais on va augmenter les lits. Je lui dis, mais depuis le début de la crise, l'exécutif nous dit qu'on va augmenter les lits en réa. Il me dit, non, c'est pas vrai. Je dis, bah si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Et puis après, il me dit, oui, mais c'est pas des lits Ikea, les lits en réanimation, ça se fait pas comme ça. Je dis, bah, ne promettez pas dans ce cas-là. On a eu, ceux qui étaient là, on a eu cet échange. Voilà. Incroyable, des promesses politiques non tenues, me dit Artalion. Oui, mais enfin bon, il faut les mettre un petit peu devant, leur mettre un petit peu le nez dedans quand même. Et édito d'Yves Tréhard, intitulé Abracadabrantesque, là-dessus. Nous avons tous entendu au mois d'août, écrit Yves Tréhard, Olivier Véran, ministre de la Santé, annoncer l'augmentation du nombre de lits en réanimation. De 5 200 en France, il passerait bientôt à 12 000. Malheureusement, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Le pouvoir exécutif est en effet resté immobile
alors que le coronavirus continuait sa course de vague en vague. Face à une opinion lasse d'être poussée dans les orties, le président de la République, tout récemment, vient de renouveler la promesse, certes à la baisse, on est à 10 000 maintenant. Plus d'un an après, que faut-il croire de cette histoire à dormir debout ? Un salutaire et récent rapport de la Cour des comptes dresse l'état des lieux et tranche, eh bien, il est possible de pousser les murs des services de réa. Il y a 2 conditions. Voilà. C'est là où le Figaro est intéressant, parce qu'il ne fait pas que le constat que les promesses ne sont pas tenues, mais il dit aussi comment on pourrait faire. À 2 conditions. Si on y met le prix et si on augmente la rémunération des infirmiers réanimateurs, métier éprouvant, où 30% des praticiens, on parle des infirmiers réanimateurs, jettent l'éponge au bout d'un temps, mais un métier qui s'apprend vite, contrairement à ce qu'on a toujours prétendu. Ah, le fameux lit Ikea du Premier ministre. L'effort est même jugé nécessaire en raison du vieillissement galopant de la population. Savoir ce que l'on veut et vouloir ce qu'il faut, le pouvoir exécutif, écrit le Figaro, devrait s'inspirer de Saint-Augustin pour redonner un peu de souffle à un pays désespéré par les dénis, mensonges et ratés en tout genre. Voilà. Bon, là, moi je trouve, ça fait des mois que je cherchais un article qui me dise un peu la vérité sur les lits de réanimation. Je vois beaucoup d'allusions à... c'est amusant d'ailleurs, mais parfois je pense qu'il faut être plus subtil dans vos analyses. Alors, le Figaro, pour beaucoup, pour certains dans le chat, là, c'est un journal qui appartient à un grand groupe. Donc c'est un journal qui n'est pas indépendant. Et puis parfois dans le chat, je l'ai vu là, c'est pour ça que j'en parle, je dis, pourquoi tu ne parles pas parfois plus de la presse indépendante ? Alors je pense que vous pensez à des journaux comme, je sais pas moi, Mediapart par exemple, où il n'y a pas de pub. Ah, Malo revient. Caméra. Oui Malo, qu'est-ce que tu veux mon choupitou ? Rien. Très bien, c'est un bon programme. J'ai caché la boîte. J'ai pris la boîte de Zombie que j'ai vue quand elle est posée. J'ai couru Oui. dans le salon. Je l'ai mis à côté de la piscine à boules. J'ai ouvert la boîte de Zombie. J'ai pris un surimi. J'ai fermé la boîte. J'ai caché tout au fond de la piscine à boules. Et j'ai recouvert. T'as mis la boîte de surimi dans la piscine à boules ? Oui. Non, c'est pas bien parce qu'après Je l'ai recouvert. Non, il faut pas parce que les boules elles vont sentir le surimi, ça va pas être bon. Il faut que tu l'enlèves, sinon ça va pas sentir bon. Je ne veux pas l'enlever. Alors une piscine à boules, ne pensez pas qu'il y a une piscine à boules dans l'appartement parce que ça va se retrouver en une de Mediapart. En fait, c'est une petite un truc en tissu rond et dedans il y a des boules en plastique. Mais non Malo, non. Non, ça c'est interdit. Alors, ce qui est sacré, c'est les fils du stream ici, on touche pas au stream mobile de papa. Donc il y a une petite piscine en tissu, dedans il y a des boules en plastique, et les enfants, jusqu'à un certain âge, Malo il commence à être un peu grand, ils adorent être dedans. Sauf que là, il vient de mettre un paquet de surimi au fond. J'ai bien peur qu'au niveau de l'odeur, ce soit un peu les boules, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Logique, je mets un poisson dans la piscine, me dit-on. Me dit petite loutre. Pas faux, petite loutre. J'aime bien ce pseudo. Donc, pardon, je reviens à la presse indépendante, parce que c'est un truc que je vois souvent dans le chat. Alors, je sais que pour certains, les journaux, Le Figaro, Libération, Le Monde, qui sont d'excellents journaux, c'est des journaux qui n'appartiennent pas à des grands groupes. Il n'y a pas de milliardaires derrière. Bon, j'entends ce reproche. Alors, ce qui est sous-entendu là, c'est que l'information dans ces journaux-là ne serait pas indépendante. C'est un peu plus compliqué. Attends, j'explique un truc super compliqué. Même moi, j'ai du mal. C'est un peu plus compliqué que ça. J'ai beaucoup parlé avec certains d'entre vous sur ce point-là parce que je ne comprenais pas le reproche. Et en fait, le reproche, c'est ce journal dépend d'un groupe important, d'un actionnaire, et donc il n'est pas indépendant. Il appartient à un milliardaire, donc il est aux ordres de ce milliardaire. C'est plus compliqué. Le journaliste est un salarié particulier. C'est un très mauvais salarié, le journaliste. C'est un salarié qui n'en fait qu'à sa tête. C'est un salarié qui est indépendant, à qui on ne dit pas le matin, tu vas parler de ça et tu vas écrire ça sur ça. Ça ne marche pas comme ça. Même quand le groupe s'appelle Air100, s'appelle Vivendi, s'appelle ce que vous voulez. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Alors évidemment, parfois il y a des tentatives de pression, mais le journaliste n'aime pas ça. Il se veut le plus indépendant possible, et c'est ce que j'ai constaté moi en 25 ans de pratique de cette profession. Voilà. Et donc c'est pas parce que le journal appartient à un groupe économique qu'il est
le porteur d'une parole, qu'il est totalement non indépendant. C'est plus compliqué que ça, parce que chaque journaliste est une rédaction. En fait, chaque journaliste est une indépendance en puissance. Voilà. Et les rédactions sont traversées par des conflits permanents sur les tensions, justement pour résister aux pressions du pouvoir économique, du pouvoir politique. Donc ne pensez pas que parce qu'un journal appartient à un grand groupe, il est forcément soupçonné de collusion, de je ne sais quoi. Et voilà, c'est juste, c'est mon avis sur cette presse mainstream. Alors je sais que certains me disent, mais pourquoi tu dis pas plus d'autres presses comme par exemple Mediapart, qui est souvent donné en exemple. Alors c'est une presse qui est indépendante. C'est une presse qui est intéressante, qui n'a pas de publicité, qui est sur Internet, que je regarde. Alors j'avoue que je suis moins séduit par... je vais régulièrement sur Mediapart, parce que vous êtes nombreux à me dire que c'est intéressant. Moi qui m'intéresse souvent... Attendez, il faut que je gère Malo là, parce qu'il est en train de tout m'arracher. Malo, non, non, tu ne peux pas faire ça, c'est dangereux. Mon chéri, tu vas tomber, donc ça on arrête les gars. Non, ça c'est trop dangereux. Allez, on arrête. C'est trop dangereux. Bon, on arrête. D'accord, il faut que je finis ça et après je joue avec toi, d'accord? Tu veux bien? Voilà, donc moi je vais souvent sur Mediapart en ce moment. Et en fait, moi qui suis toujours à la recherche par exemple, j'ai cherché des articles sur les derniers faits d'actualité qui nous faisaient un petit peu triper, genre les dîners en ville, là, avec soi-disant le ministre. Je cherche à en savoir plus là-dessus, sur l'euthanasie. Voilà, je suis encore allé ce matin. Et en fait, il n'y a pas d'article sur l'actualité brûlante. Les articles sur l'actualité la plus brûlante, celle qui fait débat, je les trouve dans les journaux mainstream. Et sur Mediapart, qui est un très bon site d'information, je vois plutôt des sujets plus magazines, des sujets où on prend le temps, où on réfléchit, des enquêtes propres. Et c'est vrai que moi j'ai moins de plaisir aujourd'hui à lire Mediapart par exemple. J'y vais régulièrement pourtant, mais j'accroche pas tout à fait. Pas avec la ligne éditoriale d'ailleurs, parce que c'est vraiment très très bien fait, mais globalement ça correspond pas à ma consommation d'informations. Souvent, ce matin j'ai vu des articles intéressants, mais que j'avais déjà lu dans la presse finalement, qui arrivait un petit peu après, et puis d'autres choses très intéressantes aussi. Mais bon, voilà, pour répondre à votre question. Attention à la cam. Ah oui, on a vu sa tête. Ah oui, bon. Il vit sa vie, là, il est en train de se battre avec un Playmobil géant. Merci en tout cas pour télétravail plus enfant à la maison, lol. Ça va Malo ? Bon, pardon. Par exemple, là, les révélations du Figaro sur les vrais chiffres des réanimations, mais c'est dans le Figaro que je les ai lus et pas ailleurs. Je trouve que c'est un très bon journal. Malo, si tu restes avec papa, tu peux pas crier. Donc, ou tu vas jouer ailleurs, ou tu fais pas de bruit, tu choisis. J'essaie d'être un petit peu dur, je sais pas si je suis très fort. Je ne supporte pas. Malo, tu arrêtes de crier, ou tu vas jouer ailleurs, comme tu veux. Je sais pas si je suis très... Chut, Malo, chut. Je parle. C'est drôle parce que ça illustre, je pense, tout ce que vivent plein de démonstrations, par exemple, de ce que vivent plein de Français en ce moment avec le télétravail. D'ailleurs, on en parle ici à la une des Échos. Bon, allez, on entame maintenant une page AstraZeneca. Ça aussi, c'est vachement intéressant. Bon, là, par exemple, je suis allé sur les sites dont on parle. Là, j'ai pas trouvé des trucs sur AstraZeneca. Alors, ça, c'est vraiment la question du moment. Qu'est-ce qu'il faut penser d'AstraZeneca ? Là, on va se faire proposer bientôt du AstraZeneca. Ça va descendre dans les classes d'âge et on va nous proposer du AstraZeneca. On en prend ou pas ? On en fait ou pas ? Je crois qu'il s'est lassé, il s'en va. Il va casser d'autres trucs. Ah, ça c'est une question, on est d'accord ? Bon, moi ça m'intéresse. Parce qu'il y a de plus en plus de questions. Les Échos en parlent comme du casse-tête européen. Malgré de rares accidents thrombotiques, thrombose, la balance bénéfice-risque reste largement favorable. Ça c'est l'autorité européenne du médicament qui le dit, sauf qu'il y a des accidents, comme il y a eu des morts. Alors c'est très très peu par rapport au nombre de doses, mais on ne peut pas empêcher les gens de s'inquiéter quand même. En France, la Haute Autorité de Santé envisage de réserver son usage aux plus de 60 ans, donc ça change sans arrêt, c'est quand même bizarre.
au niveau de l'âge. Londres recommande d'éviter le vaccin d'AstraZeneca pour les moins de 30 ans. C'est pour ça que les Échos titrent « Vaccin AstraZeneca, le casse-tête des Européens », puisqu'on voit que la règle change d'un pays à l'autre. C'est pas tout. Je prends l'humanité maintenant sur AstraZeneca. Coup dur pour la stratégie française. C'est un dossier vachement intéressant dans l'UMA. Voilà. Alors que le vaccin britannique est dans la tourmente, le gouvernement risque de revoir sa copie. La France dispose de 4... Ça va, Malo, vous dérange pas trop? Vous me dites, parce que je peux être super sévère et fermer la porte à clé. Ça va, Malo ou... Ça va? Je continue ou comment je fais? Ça va, Malo? Ça vous dérange pas? Ça va? C'est cool. Ça va? Il y a air, vous êtes cool. Il se rapproche quand même. Hein. Alors que le vaccin britannique est dans la tourmente, le gouvernement risque de revoir sa copie. La France dispose de 4,5 millions de doses, soit le volume le plus important de tous les pays européens. Ça c'est une info. Qu'est-ce qu'on va faire de ces vaccins si les gens ne veulent pas? Attendez, bougez pas. Malo, je reviens. Je travaille, tu peux pas crier. Tu peux rester mais pas crier. Ou alors tu vas jouer ailleurs. Ou alors je ferme la porte. Qu'est-ce que je fais? Tu peux pas crier, les gens ils t'entendent mal. Et j'arrive pas à parler. D'accord? Tu es d'accord? Tu cries plus, j'ai fini? On va réussir à lire ce dossier sur AstraZeneca. Donc, c'est intéressant la question de l'UMA. Manifestement, une partie importante de notre stratégie vaccinale, elle repose sur ce vaccin. Si les gens en veulent pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une bonne question, ça. Édito de Maud Vergnol. Défiance, c'est le titre. Les autorités sanitaires voudraient dérouler le tapis rouge aux anti-vaccins, qu'ils ne s'y prendraient pas autrement. Après avoir autorisé la vaccination pour AstraZeneca pour les plus jeunes et déconseillé son usage pour les plus âgés, puis l'avoir suspendu, puis recommandé qu'elle concerne finalement les plus de 55 ans, l'Agence européenne du médicament a confirmé mercredi un lien entre le vaccin et les cas rares de thrombose chez les femmes de moins de 60 ans, surtout des femmes qui sont touchées, on ne sait pas bien pourquoi. Ce nouveau rebondissement contredit le service après-vente des ministres qui se débattaient comme de beaux diables pour démontrer qu'AstraZeneca n'est pas une piqûre de seconde zone. Ici même, Jean Castex nous disait, à la veille de la suspension en France du vaccin, qu'il n'y avait aucun problème. Bon. Bien sûr, la balance bénéfice-risque pèse encore largement en faveur du vaccin qui continuera à sauver des vies, qui contribuera à tourner la page de cette pandémie. Mais le mal est fait, la défiance est là, d'où le titre de l'édito. Les discours institutionnels sont impuissants face au doute et à la suspicion, tant la parole politique de l'exécutif a perdu en crédibilité. Parole politique tout court, hélas. Pire, une grande partie de la stratégie vaccinale française est envoyée au tapis. Jusqu'à présent, l'immunisation des plus jeunes était réalisée avec AstraZeneca. Toute la chaîne est donc à repenser. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini, quoi. Intéressant cette analyse de l'humanité. C'est pour ça que moi j'avais très envie de lire des papiers sur AstraZeneca ce matin. C'est dans la presse classique que j'ai trouvé les plus pertinents. Dans le Parisien, par exemple, AstraZeneca, page 4 ou 5 de mémoire. Page 5. Nouvelle ombre sur AstraZeneca. Titre Le Parisien. Qu'est-ce que nous apporte cet article? En fait, les chiffres, c'est pour savoir ce qu'il en est des cas de thrombose, des décès. Parlons un petit peu des chiffres, parce que c'est bien de parler un petit peu théoriquement, de façon générale, mais concrètement, les chiffres. Le Parisien, page 5, nous donne les chiffres. Donc, les signalements de caillots atypiques qui ont pu mener aux thromboses. Au total, 86 cas ont été répertoriés donc, en Europe et au Royaume-Uni, en tout, dont une majorité de thromboses veineuses cérébrales et 18 décès. Sur combien de doses? Sur 25 millions de doses administrées. Donc on a 86 cas, 18 décès, 25 millions de doses. Vous faites une règle de 3, c'est infime. Proportion infime de l'ordre de 3 personnes sur 1 million. 3 personnes sur 1 million. Mais ça crée des inquiétudes. Mais voici les chiffres. Donc, si elles doivent désormais être ajoutées à la liste des effets secondaires rares, c'est l'autorité européenne des médicaments qui a demandé que ça figure désormais sur la liste des effets secondaires rares, le message des autorités reste clair. Les bénéfices du vaccin AstraZeneca pour lutter contre le Covid-19 continuent de l'emporter. Ce produit est très efficace pour éviter des formes sévères et sauve des vies. Pas sûr que cela suffise, écrit le Parisien, à rassurer les Français qui boudent le vaccin. Preuve, qu'est-ce qui se passe dans les vaccinodromes? Preuve de cette
de cette défiance, ce week-end, dans les Hauts-de-France, 1200 rendez-vous ont été annulés. Donc on parle bien d'un truc problématique là. On parle bien d'un truc problématique. Vous savez quoi, on va faire un sondage. Est-ce qu'on aura la possibilité de choisir son vaccin? Me demande Haricot, a priori non. Voilà. En revanche, ce qui arrive en ce moment, c'est que des gens arrivent, ils ont pris rendez-vous, ils savent pas avec quel vaccin, voilà, et puis on leur propose du AstraZeneca et ils se barrent et ils s'en vont, voilà. Ce week-end, 1200 rendez-vous annulés parce que les gens ont compris qu'ils avaient du AstraZeneca. On fait un sondage. Et vous feriez quoi? Sondage. Nouveau sondage. Accepteriez-vous on prend l'exemple, vous êtes concerné prochainement par la fenêtre de vaccination. Est-ce que vous accepteriez d'être vacciné avec l'AstraZeneca? L'AstraZeneca. Hop. Alors je sais qu'il a un nouveau nom, mais je vous le donne pas parce qu'on s'en fout, c'est toujours le même produit, donc il ne faut pas nous prendre pour des andouilles non plus. Vous n'êtes pas les andouilles. Alors, accepteriez-vous l'AstraZeneca? Oui. Non. Je ne sais pas. J'entends Malo qui arrive, vitesse grand V. Et c'est parti pour le sondage. Ça m'intéresse de savoir ce que vous allez répondre à cette question. Allez, c'est parti. Ok, oui à 60%. Une grosse majorité. 31% de non. Non, ça va, il est là, mais... Hélène me demande si elle veut que je ferme la porte, mais non, ça va, il a été cool. Il a mangé un bonbon avec l'autorisation de Rodélia. Il a caché une boîte de surimi tout au fond des boules. Donc t'as une boîte de surimi au fond des boules. Je lui ai dit attention. Et puis sinon, il s'est un peu baladé. Non, ça va. J'ai mis Hélène sur la piste du surimi quand même au fond des boules. Donc je reviens au sondage. 55% de oui. Vous êtes 3500 à avoir voté quasiment. 30% de non. On est sur 2 tiers, 1 tiers et 15%. Vous n'avez pas beaucoup à pas savoir. Que je m'attendais à plus de, je ne sais pas, 15%. Ok, c'est intéressant. Moi, je vous ai dit il y a quelques jours que je m'étais inscrit, vous savez, sur un site internet, là, Covid List avec un E, où on nous propose, même à ceux qui ne sont pas concernés par la vaccination, d'être appelés éventuellement pour les doses qui s'apprêtent à être jetées, a priori d'AstraZeneca. Bon, voilà, je crois qu'il y a beaucoup d'inscrits déjà. Covid List E, si ça intéresse, sur internet, vous pouvez aller voir. C'est un site où on nous propose éventuellement de se faire vacciner avec des doses qui ne vont pas être utilisées, avec a priori de l'AstraZeneca, je pense, enfin quoi, on n'est pas sûr. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez? 54% oui, 30% non, 16% je ne sais pas. Ok, merci pour votre vote. Et quelqu'un vient de résumer l'histoire à l'instant. Le problème d'AstraZeneca, c'est pas le nombre de morts, c'est la confiance des gens. Ouais, ça me semble très pertinent comme remarque. Voilà. Je regarde une petite remarque sur Vite ma dose. Ouais, le site. Ouais, Vite ma dose est très bien aussi, me dit Marie-Christine. Vite ma dose, excellent appli, excellent site, mais c'est autre chose. Vite ma dose, c'est pour trouver un vaccin, une dose de vaccin, le plus vite, le plus près de chez vous, mais quand vous êtes dans les critères, quand vous êtes concerné par les critères d'âge ou de comorbidité. Et l'autre liste, Covid list, c'est pour ceux qui sont hors critères. Pour l'instant, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un excellent site aussi. Intéressant. Alors, bon, ça c'est le Parisien. Et puis on va finir... Bon, on est déjà à la fin? Ça va vite. On est ensemble depuis combien de temps? 10h, 11h30? Non, c'est bon, je suis allé à l'essentiel ce matin. On est en train de rapprocher du raid. On va raider dans un instant. Je finis avec cette bonne nouvelle pour les supporters du PSG et pour les amateurs de ballon rond. Cette belle victoire, il n'y a pas d'autre mot, cette belle victoire du PSG hier sur la pelouse du Bayern Munich 3-2 à l'extérieur face à un club, le Bayern, qui était invaincu en Ligue des Champions depuis un petit moment, qui est en plus le tenant du titre de la Ligue des Champions. Donc revanche, puisque les Parisiens, on va le rappeler, ont été battus en finale l'an dernier par ce même club. 3-2 à l'extérieur, c'est de bon augure pour le match retour, même si rien n'est joué. Rappelez-vous la remontada, Paris héroïque. Titre, Malo, faut pas que tu montes ta tête. Attention au fil blanc. Paris héroïque, titre le Parisien. Et l'équipe a dégusté glacé, clin d'œil à conditions météo totalement hivernales. Malo. C'est les vacances. Mais non, c'est même pas les vacances, tu t'es pas à l'école? Non. Elle est où? Pourquoi t'es pas à l'école?
parce que c'est un jour férié. Non, quel jour on est? On est jeudi. Non, jeudi, il y a école. Ah mais non, mais elles sont fermées cette semaine. Tu sais, c'est avec la tablette. Oui. T'as fait la tablette ce matin? Oui. C'était bien? Tablette. C'était bien? Tu préfères l'école sur la tablette ou l'école à l'école? Sur la tablette. Je sais ça. Tu me fais-moi un bisou et puis je finis et puis on fait un raid. Fais-moi un gros bisou. Je t'aime. On va manger après? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Attends, faut que je dise au revoir aux gens. D'accord? Je remonte juste l'équipe. Voilà. Hop, voilà. Hein, à déguster glacé, clin d'œil aux conditions météo de folie hier sur la pelouse. Non, faut pas. Non, 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 non. Ah non, 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 on fait plus ça, on n'éteint plus le. Non, c'est pas drôle ça. Non, on n'éteint pas parce qu'après c'est pas poli pour les gens et tout. Il a voulu tout éteindre. Allez, Malo, je dis au revoir. Bon, je vous laisse la caméra comme ça, c'est très bien. Désolé, c'est la vie, mais de toute façon, les enfants. Tu vas arrêter ton stream. Là, dans quelques. Éteindre. Oui, après, tu pourras éteindre, oui. Les enfants, c'est plus important que tout, que le travail, que tout. Donc, voilà. Un petit peu de pollution sonore, mais c'est pas bien grave. Les amis, il est temps de vous remercier, de vous dire. Malo, tu n'éteins pas, hein, sinon je vais être super en colère. Je suis pas sûr d'être super convaincant là. Quand je dis je vais être super en colère. De vous dire merci. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, activer les notifications, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, pour que vous puissiez être prévenu quand je stream, parce que je stream sans arrêt à des heures différentes, sur tablette, ordinateur et téléphone. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne et à activer les notifications. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter où j'annonce tout ça également. N'hésitez pas aussi à être avec moi ce soir à 20h30, puisqu'on reçoit Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. On parle d'environnement, on parle d'écologie avec mon invité. C'est mon 3e invité politique ce soir. C'est à 20h30 après François Hollande et après Jean Castex, Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Voilà, il a très envie de venir, il est très content. Et moi aussi de le recevoir. C'est moi qui invite, mais c'est vous qui posez les questions. Et sinon, c'est quoi le nom du site pour les doses de vaccins perdus? C'est Covid List, L-I-S-T-E. Voilà. On fait un petit raid? Proposez-moi dans le chat le nom d'un streamer, d'une streameuse qui est live en ce moment, qui fait un truc sympa, qui n'a pas beaucoup de viewers, pour qu'on lui donne un petit coup de main et qu'on se déplace en communauté pour voir ce que fait cette personne. Alors, je regarde vos propositions, je vous mets un petit écran d'attente et dans quelques secondes, 1 minute, 2 minutes maximum. Merci pour vos gentils mots, vous êtes cool. 1 minute ou 2 maximum, je vous envoie faire un raid pour voir quelqu'un. Prenez bien soin de vous et puis j'espère ce soir à 20h30. Hein, à tout à l'heure. Bougez pas. Je cherche toujours, ne bougez pas, ça arrive.
J'ai trouvé. J'ai trouvé, j'ai trouvé. J'ai l'impression qu'on va au Japon avec quelqu'un, une Française qui s'est installée, qui vit au Japon. C'est étonnant. Ne bougez pas. Encore une belle découverte. Elle est Bougez où, pas. la Française? Ça arrive, ça arrive.